Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler transatlantique sur Nota Bene, que ce soit sur Twitch, mais aussi sur toutes les autres plateformes où cette émission est rediffusée, hein, sur YouTube par exemple, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, puisque oui, nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast maintenant, n'est-ce pas? Magnifique. Ce soir donc, on va parler transatlantique avec un camarade qui me suit depuis quelques temps, hein, enfin qui m'accompagne depuis quelques temps sur la chaîne quand même, à travers des épisodes très très cool. Le dernier en date, il est sorti lundi, celui sur l'Odyssée de Charles Light Toller. Voilà, un gars qui avait un petit peu la poisse, hein, comme on dit. Et donc ce soir, on reçoit Antoine Reich, qui est docteur en histoire contemporaine à l'université de Nantes, où il a fait sa thèse sur les compagnies françaises et britanniques dans l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940. Sa thèse qui a été retravaillée, elle a été éditée récemment sous le titre Une ligne mythique, paquebot français et britannique sur l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940. Elle est enrichie notamment de très belles illustrations, hein. Il est aussi président de l'association française du Titanic et rédacteur en chef de la revue de l'association Latitude 42. Et vous le connaissez, je pense, peut-être dans le coin, surtout parce que depuis 2015, il tient une chaîne de vulgarisation historique sous le pseudonyme de Istoni. Voilà, mon cher camarade Istoni, comment ça va? Eh ben ça va, je crève de chaud, mais ça va. Tu t'es pris quoi pour te rafraîchir? De De l'eau, un l'eau, de thé? l'eau. De l'eau. Voilà, Soyons super. sérieux. On va se concentrer ce soir donc sur la ligne transatlantique et plus particulièrement sur la clientèle de ces lignes transatlantiques, voilà, qui voyageait à bord des paquebots. Est-ce que vous êtes plutôt Leonardo DiCaprio ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. on, va le, on va le voir tout à l'heure, mais on va pouvoir aussi recontextualiser un petit peu la naissance de cette ligne transatlantique, euh, euh, contextualiser ce transport de voyageurs à travers l'Atlantique. Alors, mon cher Istoni, Antoine, je vais t'appeler Antoine, si ça te convient bien sûr. Ça va, ça va. Donc de ton côté, ça fait combien de temps que tu travailles sur cette thématique et pourquoi d'ailleurs tu t'es intéressé à la ligne transatlantique? Eh ben, si je remonte au plus tôt, ça fait sûrement depuis mes 8 ans. Je m'intéresse aux bateaux, en fait, depuis même un peu avant ça, et en y réfléchissant, c'est à cause, d'un gars un petit peu bizarre qui, dans le village où j'habitais quand j'étais gamin, faisait des maquettes de bateaux en allumettes. C'est pour le moins, particulier, mais il avait un super musée où il faisait tout un tas de bateaux comme ça qui me fascinaient et moi qui vivais au fin fond de l'Aveyron où il y a pas trop la mer et ben, j'étais fasciné par tout ça et puis quelques années plus tard, il y a eu la sortie notamment du film de James Cameron, Titanic, mais à la même époque, il y a eu aussi des jeux vidéo sur le sujet, il y a eu plein de bouquins, plein de BD et je suis tombé amoureux de ce bateau en fait, vers mes 8 ans et je me suis documenté de plus en plus, avec le temps. En vieillissant, j'ai commencé même à me mettre à écrire sur le sujet et puis arrivé, à la fin de ma troisième année de fac, d'histoire, quand il fallait trouver un sujet de master et ben, au début, je ne pensais pas du tout à ça parce que je me disais que ça, c'était ma passion d'enfance, que c'était pas bien sérieux et que je pourrais pas travailler là-dessus à la fac. Donc je réfléchissais, je me creusais la tête sur ce sur quoi j'allais pouvoir bosser et puis je trouvais pas, puis un soir, j'ai eu un peu cette, révélation. Je me suis dit: «Tiens, j'ai une prof qui fait de l'histoire des États-Unis notamment, peut-être que la ligne transatlantique, ça pourrait, l'intéresser». J'ai contacté cette prof et elle m'a dit: «Ah beh, totalement, j'ai un collègue qui pourrait vous indiquer des archives intéressantes au Havre, vous allez pouvoir travailler là-dessus» et là aussi, c'était un gros coup de chance puisque j'étais à la fac de Limoges à la base et donc la mer, c'était quand même pas super présent, dans leur chantier de recherche. On bossait plutôt sur les curés creusois que sur les paquebots transatlantiques. Donc ça les surprenait pas mal et puis ça leur donnait une certaine bouffée d'air. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à cette, prof d'ailleurs, Clotilde Duralcorn, que j'ai interviewée récemment sur ma chaîne et qui est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup lancé dans ces recherches-là et donc bah, plongé dans les archives, j'ai travaillé, au Havre pendant 2 ans, dans les archives du Havre en tout cas, pour mon mémoire, sur le paquebot Normandie, donc dans les années 30. Et c'était un sujet vraiment intéressant parce qu'on est dans une période de crise, donc il y a tout un tas d'enjeux économiques qui se posent. Comment on finance un paquebot en période de crise? Il y a l'État qui s'en mêle, du coup forcément ça plaît pas à tout le monde. Il y avait aussi toutes les questions du coup de qui on va transporter à bord et ainsi de suite. Il y avait plein de choses intéressantes et donc j'ai creusé ce sujet-là pendant 2 ans. Mon master, enfin mon mémoire a pas mal plu aux profs qui m'ont encouragé à faire un doctorat
Et donc, j'ai candidaté pour un doctorat à Nantes où au départ, je voulais parler de l'histoire de la Compagnie Générale Transatlantique plus largement, sur toute sa longueur. Et j'ai posé candidature pour une bourse et je n'ai pas été pris. On était 9 candidats, il y avait 2 places et je suis arrivé 5e. Alors bon, j'étais un petit peu dépité, mais le directeur de thèse que j'avais choisi, a trouvé, une autre possibilité de bourse et il m'a dit: «Si vous européanisez un peu plus votre sujet, vous pouvez rentrer dans le cadre d'un laboratoire plus intéressant» et donc j'ai rajouté les compagnies britanniques pour donner une dimension plus européenne à mon sujet et ça, c'est quelque chose dont je vous parle là, c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment on débloque un sujet de recherche aussi. Aujourd'hui, pour faire un doctorat et donc pour être, salarié pendant quelques années pour faire un doctorat, il faut présenter un projet et qui corresponde aussi à un certain nombre d'attentes évidemment des institutions, des laboratoires. Il n'y a pas de place pour tout le monde et donc ça oblige à faire quelques petites concessions et dans mon cas, c'était pas une grosse concession parce que parler des paquebots britanniques, ça me permettait de revenir au Titanic, mon amour d'enfance. Ça me donnait l'occasion d'aller voir du côté de Liverpool et des archives anglaises et donc finalement, ça m'a permis de me lancer dans la thèse de 2012 à 2016, donc ça a été un sacré voyage. Ouais, c'est top de pouvoir revenir comme ça à son sujet d'amour, de prédilection d'enfance. Ça a dû être une sacrée bonne surprise quoi, pour toi. Ouais. Effectivement, quand on parle de la transatlantique, on pense tout de suite au Titanic. Et on a fait un super épisode dessus. Je dis pas ça pour nous lancer des fleurs, hein, mais vraiment, il est très bien. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne à propos notamment de la couverture médiatique de l'accident du Titanic. Avant que ces grandes lignes soient opérantes et permettent à des centaines, à des milliers de personnes de traverser l'Atlantique, comment s'est développé justement ce transport maritime entre deux continents? Parce que j'imagine que les premiers bateaux à l'avoir fait, c'était pas des paquebots et que, à mon avis, au début, c'était plus des bateaux à voile, par exemple. Pendant longtemps, on est sur de la voile effectivement. Alors au XVIIIe siècle et avant, en plus, c'est des voyages assez hasardeux, assez longs. Au XIXe, on commence à développer notamment ce qu'on appelle les clippers, c'est des très grands voiliers beaucoup plus rapides, et où là déjà on commence à transporter un plus grand nombre de personnes. Mais enfin, on est sur des bateaux qui sont ridicules par rapport à des paquebots même moyens du début du XXe siècle. Donc c'est des bateaux à voile, ce qui pose tout un tas de problèmes évidemment, notamment la régularité, parce que s'il n'y a pas de vent, on est un peu emmerdé. C'est des questions assez compliquées. Et puis à partir de la fin des années 1830, on commence vraiment à développer la machine à vapeur, qui va servir au départ en complément de la voile parce que quand même on ne peut pas se reposer totalement sur la vapeur, donc les 2 fonctionnent ensemble. Mais c'est vrai que la machine à vapeur, ça assure quand même que même s'il y a pas de vent, on peut continuer à avancer, on peut espérer tenir un calendrier beaucoup plus régulier de traversée et ça change tout parce que ça garantit déjà beaucoup plus que le passager sait à peu près quand il arrivera, de l'autre côté. Ce qui permet de mettre en place, finalement quelque chose comme on va le retrouver, avec le chemin de fer aussi, des conditions de voyage beaucoup plus régulières et donc ça change totalement le rapport qu'on a au déplacement. Et puis la transition ensuite, elle va se faire pendant quelques temps au milieu du 19e siècle, où au début les gens ont un peu peur de la vapeur, parce que quand même c'est des grosses machines qui polluent, qui font du bruit, c'est une technologie nouvelle, on se demande si ça va pas même peut-être exploser, donc il y a ces peurs-là. Au début, les paquebots à vapeur, ils ont des roues à aubes, donc c'est ces grandes roues sur les côtés qui propulsent le navire, mais c'est pas pratique, ça va pas vite, ça se casse facilement. Y Donc on compris finit. sur des navires qui traversent l'Atlantique? Ah oui, par exemple, le Great Eastern, qui est le plus gros paquebot du monde pendant très longtemps et qui est d'ailleurs un gouffre financier énorme. Le truc n'a jamais marché, mais c'est un monstre qui est conçu pour transporter 5000 personnes. Il est mis en service vers 1860 et en fait, il a jamais dû transporter plus d'une centaine de personnes parce que personne ne veut monter sur ce machin. Il a 5 cheminées impressionnantes et il a des roues à aubes gigantesques pour traverser l'Atlantique. Et Jules Verne, d'ailleurs, l'a décrit dans un bouquin et tout ça. Et en fait, c'est pas pratique du tout, ça se casse, c'est un gros problème. Et donc au départ, ouais, on est sur de la roue à aubes et on finit par passer sur de l'hélice qui est quand même beaucoup plus régulière. Mais au début, c'est pareil, on a le même problème, c'est qu'on a des bateaux avec une seule hélice. Qu'est-ce qui se passe si l'hélice casse? Donc au début, il y a quand même des voiles pour éviter le problème, parce qu'on a des navires qui perdent une hélice en cours de traversée. Et dans ces cas-là, il faut bien avoir un moyen de finir. Puis bon, dans les années fin 1880, début 1890, là, on va commencer à avoir des navires à 2 hélices, ce qui est déjà beaucoup plus sûr, qui vont beaucoup plus vite, et là, on abandonne totalement la voile.
Et donc au début du XXe siècle, on est beaucoup plus sur du transport à vapeur, même s'il reste des voiliers sur du long cours pour transporter des marchandises, parce qu'elles sont pas pressées. Mais du coup, en termes il y a une différence technologique, mais en termes de confort, par exemple, pour les usagers, est-ce que ça peut vraiment changer les choses, de passer de la voile à la vapeur, je veux dire, sur les cabines ou des choses comme ça? Totalement, notamment parce que ça va très vite faire augmenter la taille des navires. Et plus la taille augmente, plus il y a de place, et plus il y a de place, plus on peut consacrer de la place à chaque passager. Donc, plus on va augmenter la taille des navires, plus on va pouvoir se permettre d'offrir déjà des cabines, parce qu'au début, c'est vrai qu'on va avoir des cabines qu'il faut partager, même quand on est chez les riches, et puis pour les pauvres, des grands dortoirs. Et plus le temps va avancer, plus on va avoir de la place, plus on va pouvoir se permettre de faire des cabines plus individuelles, de faire des salons, d'offrir de plus en plus de choses comme ça. Et donc là, déjà, le confort évolue. Et puis aussi, plus le navire devient gros, plus il est stable. Sur un petit voilier, on est ballotté d'un bout à l'autre, on est malade toute la traversée, et ça touche les riches comme les pauvres. Alors on peut influer un peu là-dessus, par exemple en plaçant la première classe plus haut dans le navire et puis au centre du navire, et comme ça, c'est plus stable que quand on est à l'arrière ou à l'avant. Mais enfin, ça change pas tout quand le navire est assez petit. Et donc, c'est aussi tout un enjeu. Plus les navires sont gros, plus ils sont stables. Sur le Titanic, par exemple, on a plein de témoins qui disent qu'ils ne se rendaient pas compte quand le bateau partait. On a ce témoignage-là de gens qui, pendant l'escale de Cherbourg, il se trouve que le navire repart au moment du repas, et on a des passagers de première classe qui sont à table pendant l'escale, qui sont en train de discuter, de se dire ah, c'est bizarre, on n'est pas encore reparti, vous croyez moi je sens rien, et ainsi de suite. Et il y a le serveur qui vient les voir et qui leur dit ah ben si, ça fait 10 minutes qu'on a franchi l'entrée de la rade. Et moi, pour avoir traversé l'entrée de la rade de Cherbourg dans un tout petit bateau, je peux vous dire que c'est plutôt le Gerbotron 3000, quoi. Donc sur le Titanic, ça fait toute la différence. On ne sent rien, en fait. Donc là aussi, plus les navires vont grandir, plus le confort va être là. Et puis la sécurité aussi, parce que les petits navires peuvent disparaître beaucoup plus facilement dans une tempête, par exemple. Mais ça doit être quand même un petit peu moins cher, la voile, non? Parce qu'on paye pas le charbon. Alors c'est moins cher, mais le problème, c'est que comme c'est beaucoup plus lent, beaucoup moins régulier, et beaucoup moins sûr, pour les passagers en tout cas, très vite, on va être obligé de l'abandonner. Mais par contre, comme je disais, pour les marchandises, pendant très longtemps, on a gardé parce que les marchandises sont pas pressées, et puis que dans le pire du pire des cas, à la limite, si on perd un cargo, c'est quand même moins gênant que si on perd un bateau avec des passagers, où là, les retombées vont être quand même beaucoup plus négatives. Et alors, ces expéditions, on va dire, à voile, elles étaient menées par des compagnies privées, ou alors c'était des armateurs privés qui se servaient de leur bateau pour se faire un peu d'argent? C'est souvent, on est souvent dans un entre-deux, en fait, au début. C'est-à-dire qu'on a des compagnies qui parfois, n'existent que quelques années, qui parfois n'ont pas leur propre navire, mais qui affrètent les navires d'autres gens et qui s'occupent de faire la publicité, de fournir les équipages, des choses comme ça. Donc on a tout un tas de combinaisons un petit peu douteuses par moment. Ça pose de gros problèmes d'ailleurs quand il y a un naufrage, parce qu'on ne sait pas trop sur qui faire retomber la responsabilité. Donc c'est assez compliqué, et il faut pas mal de temps pour que vraiment on ait des entreprises solides qui s'installent, mais aussi parce qu'il y en a certaines qui disparaissent aussitôt, parce qu'il y en a qui peuvent avoir deux bateaux pour commencer, et puis mince, il y en a un qui disparaît en mer. Donc là déjà, ça peut être un problème, et on va être obligé de vendre le suivant, le deuxième, pour renflouer un peu les caisses de ceux qui avaient investi au départ. Donc c'est très hasardeux aussi de commencer sur l'Atlantique. Il y a plusieurs compagnies qui vont disparaître après un naufrage un peu violent. Par exemple, dans les années 1850, il y a la Collins Line. Ils ont, je crois, 4 grands paquebots qui, pour l'époque, sont vraiment des bons navires, mélange voile et vapeur, et puis plutôt luxueux pour l'époque. On est dans du très rudimentaire. Mais manque de bol, en 54 et en 56, il y en a 2 qui disparaissent. Un dans une collision très violente, et ça fait plein de morts, dont la femme et les enfants du propriétaire de la compagnie, tant qu'à faire. Et 2 ans plus tard, il y en a un autre qui carrément disparaît avec tous les gens à bord, sans qu'on sache pendant longtemps ce qui était devenu. Et aujourd'hui, on pense à un iceberg. Et donc forcément, quand on a perdu 2 navires sur les 4, qui a en plus des passagers morts, et ainsi de suite, ça peut être très difficile de se remettre après. Donc là, la compagnie, elle coule aussitôt. Alors, tu nous parlais d'une sorte de cohabitation, enfin pas d'une sorte, d'une cohabitation entre les navires à voile d'un côté et les navires à vapeur de l'autre. Comment est-ce que justement
progressivement, l'un va supplanter l'autre, et comment est-ce que les gens vont finalement décider de franchir le pas et d'arrêter d'avoir peur de monter sur ces navires à vapeur? Il y a un certain poids des enfin, il y a comment dire? L'offre finit par créer la demande d'une certaine manière. C'est-à-dire que au début, bon, bah, les premiers qui y vont, c'est un peu les courageux pionniers, et forcément, ils ont pris un risque en quelque sorte. Mais au bout de quelques traversées, on voit quand même que les choses se stabilisent, et c'est le cas aussi pour les nouvelles compagnies. Par exemple, quand la White Star Line, vraiment se lance dans la vapeur en 1871, ils ont un super bateau, l'Océanique, tout le monde l'appelle le yacht impérial et tout ça. Il est vraiment très beau, les gens se pressent pour visiter. Mais par contre, le bateau fait ses traversées quasiment vides parce qu'au début, les gens font pas trop confiance. Puis on voit qu'au bout d'un an, par exemple, le navire, c'est bon, il a des jumeaux, il rencontre un bon succès. Et même quand il y en a un de la série qui coule, bah, finalement, les passagers continuent à venir sur les autres parce que c'est bon, c'est rentré dans les usages. La compagnie a quand même une bonne réputation et que les choses s'installent. Donc ça peut aller assez vite finalement. Et puis c'est vrai que le poids des avantages aussi pour les compagnies fait que finalement, de toute façon, ils continuent à imposer ça. Puis vient un moment où quand il n'y a plus personne qui vous propose ce que vous aimiez avant, bah, vous sautez sur les nouvelles offres, même si vous êtes vraiment un peu réac. Je veux dire, moi pendant longtemps, par exemple, j'ai pas aimé les smartphones et j'ai fui ça et j'ai continué à acheter des vieilles bouses. Et puis bon, bah, est venu un jour où il y en avait plus chez Orange et où je suis passé à autre chose, quoi. Donc bon, bah, c'est un peu la même chose avec les transatlantiques finalement. Est-ce que du coup cette transition de la voile à la vapeur a pas impliqué d'autres changements, par exemple dans les ports, tout simplement les infrastructures qui doivent accueillir les bateaux? Parce que si les tailles de navires augmentent, j'imagine que c'est un peu comme quand on modifie les trains, il faut modifier les gares, quoi. Eh ben, c'est un gros problème et c'est un problème constant qui se pose. Alors bon, déjà, le passage à la vapeur fait qu'il faut tout un tas d'installations pour le charbon, évidemment, parce qu'un réapprovisionner un paquebot en charbon, c'est quelque chose. Le Titanic, par exemple, c'est dans les 6 000 tonnes de charbon pour son voyage inaugural. Donc, en quelques jours, il faut les embarquer. Les 6 000 tonnes de charbon, ça fait bosser du monde. Et puis ensuite, évidemment, bah, chaque fois qu'on va avoir une espèce de nouvelle génération de paquebots où là, on franchit un cap en termes de taille, et au début du XXe siècle, ça va très vite, ben, on est obligé de transformer le port, d'agrandir les rades, de creuser un petit peu. On réfléchit aussi à des situations, parce que par exemple, dans le port de Cherbourg, bon, bah, pendant longtemps, il n'y a pas de quoi faire accoster les gros navires. Donc les gros navires restent dans la rade et on a des petits transborders qui apportent les passagers. Mais dans les ports vraiment les plus importants, notamment à New York, on fait régulièrement des investissements pour rallonger les quais, soit en creusant à l'intérieur des terres, soit en les rallongeant à l'extérieur en mer. Et puis ceux qui ne peuvent pas s'adapter ont très vite des soucis. Par exemple, la Compagnie Générale Transatlantique a ce souci-là que Le Havre, le port, est pas bon pendant longtemps, et qui sont très limités en taille du coup et qui peuvent pas suivre la concurrence parce qu'ils n'ont pas la place. Et alors comment les compagnies vont mettre en place ce business? C'est vrai que par exemple la White Star, on la connaît pour le Titanic et les autres navires que tu as mentionnés. Elle fait que du transport de, 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 de passagers, ou est-ce qu'elle fait aussi du transport de marchandises? Est-ce qu'elle diversifie un peu ses activités? L'histoire de la White Star, justement, je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer tout ce que j'ai raconté là. Parce que la White Star, elle naît d'abord en 1845, elle a une première naissance en 1845, et c'est deux hommes d'affaires de Liverpool qui décident d'affréter des bateaux. Alors, notamment, il y a une espèce de ruée vers l'or vers l'Australie, donc ils se disent, bon, on va affréter des clippers vers l'Australie, puis après ils passent sur la ligne de l'Atlantique. Mais à chaque fois, c'est un peu foireux. Ils louent des navires à d'autres. Parfois, ils en font construire pour eux, mais c'est très ambigu comme truc. Ils connaissent un naufrage affreux parce que ils avaient un bateau qui avait mal été testé, qui n'était pas l'équipage comprenait rien à rien. Du coup, ils ont fini sur des rochers en Irlande. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, quelques temps plus tard, du coup, à la fin des années 60, la compagnie est en crise, en banqueroute, elle coule. Et là, vous avez Thomas Ismay, qui est un autre entrepreneur de Liverpool, qui a quelques petits voiliers, quelques petites affaires, bon, puis qui connaît bien la mer, qui a déjà fait plusieurs grands voyages à travers le monde en mer, justement, pour se familiariser avec tout ça, qui, lui, rachète le truc pour la somme de 1 000 livres, donc ce qui est une grosse somme pour l'époque, hein, il faut multiplier, enfin, il faut rajouter plusieurs zéros pour se faire une idée des sommes aujourd'hui. Mais donc, il rachète ça pour 1 000 livres, mais il rachète juste la marque, en fait. Et avec cette marque, il développe ses propres navires, il s'associe avec des chantiers navals qui sont en train de se mettre en place à Belfast. Et donc
un cousin du fondateur des chantiers navals lui file de l'argent pour racheter la marque, mais en échange, il fait construire ses navires dans les chantiers du neveu. Enfin, il y a toutes ces histoires-là qui se mettent en place, donc il y a aussi des petits partenariats comme ça. Et puis finalement, Ismay rachète la marque en 67, et dès 71, il a 4 navires, puis 2 autres l'année suivante, qui viennent mettre en place son service régulier sur l'Atlantique. Donc des fois, ça arrive très vite comme ça. Mais pendant ces premières années-là, où il lance sa compagnie, il tâtonne beaucoup. Par exemple, tiens, il y a 2 bateaux en construction dans tel chantier, je les rachète et je sais pas trop où je vais les utiliser. Et du coup, bon, il les met sur la ligne de l'Inde, il essaie de les faire passer par le canal de Suez qu'on vient vraiment de lancer. Puis ça marche pas. Alors il se dit, tiens, pourquoi pas l'Amérique du Sud? Il tente une ligne de l'Amérique du Sud pendant quelques temps jusqu'au Chili. Puis ça marche pas, donc il laisse tomber. Et par contre, l'Atlantique Nord, ça marche bien, donc il continue. Et puis, dans les années 1890, ils se disent, tiens, il y a un boom du transport de bétail. Bon, ils construisent une série de navires bétaillers où ils transportent des vaches dans un sens et des marchandises dans l'autre. Et puis, à un moment aussi, ils se rendent compte que la Nouvelle-Zélande, c'est une destination intéressante. Ils lancent une ligne autour du monde qui part en Nouvelle-Zélande, en passant par l'Afrique du Sud, puis en revenant par le Cap Horn. Et là, c'est intéressant parce qu'ils vont transporter des passagers, mais ils ont aussi des navires très modernes avec de grandes cales réfrigérées, parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'élevage de moutons, et qu'au retour, on ramène plein de carcasses de moutons congelés. Donc il y a comme ça tout un tas de choses, et des fois c'est vraiment de l'improvisation, parce qu'à Nouvelle-Zélande, par exemple, ils s'associent à une autre compagnie, et ils se partagent un petit peu les navires. Plus tard, ils vont faire l'Australie, pareil, ils vont prêter des bateaux à une ligne entre le Japon et le Pacifique, enfin la côte pacifique américaine. Donc ils testent des trucs un petit peu dans tous les sens. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le transport de bétail, par contre, par exemple, ça dure quelques temps. Puis après, ils arrêtent et ils passent sur des marchandises. Mais des fois, d'ailleurs, dans les bateaux qui transportent le bétail, bon, on peut mettre des immigrants à la place. Puis on finit par se rendre compte que quand même, les immigrants, ils aiment pas trop être trop littéralement traités comme du bétail. Donc on va plutôt leur construire des navires un peu plus spécialisés. Mais donc il y a quelque chose de très flexible. Et par exemple, même sur le Titanic, il y a tout un tas de cabines pour immigrants à l'avant du navire qui sont conçues comme des cabines portables, c'est-à-dire que les cloisons, les couchettes, tout ça, c'est démontable. Et s'il y a un voyage où on sait que de toute façon, il n'y aura pas grand monde en troisième classe, on démonte et on met des marchandises à la place. Donc le transport de marchandises, c'est quand même aussi quelque chose d'assez rentable. Et donc souvent, ils ont ces activités un petit peu mixtes et multiples. Ouais. J'ai du mal à me rendre compte. Par exemple, à l'époque du Titanic, je prends ce navire parce que ça parle vraiment à tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de paquebots en circulation en fait? Alors, ce serait difficile de donner vraiment un ordre d'idée, là, comme ça, dans le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de paquebots beaucoup plus mineurs et de navires assez mineurs. Par exemple, ce qu'on appelle des paquebots mixtes, c'est-à-dire des bateaux qui sont avant tout construits pour le transport de marchandises, mais qui ont aussi une cinquantaine de places pour des passagers, par exemple. Mais si on prend la White Star, par exemple, à l'époque du Titanic, bon, elle va avoir 3 paquebots sur sa ligne principale, la ligne express, puis 4 ou 5 sur une ligne secondaire qui part de Liverpool et qui est plus lente. Elle va en avoir 4 ou 5 sur une ligne méditerranéenne. Elle va en avoir 2-3 sur une ligne canadienne. 5 sur la ligne d'Australie, 4 ou 5 sur la ligne de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, puis il faut multiplier ça évidemment par le fait qu'il y a une compagnie rivale, la Cunard, qui a les paquebots français, donc ça fait quand même assez vite beaucoup de monde. Des départs assez fréquents. Faut imaginer qu'en 1913, par exemple, si je ne me trompe pas, et 1913 c'est une des meilleures années de toute la période, on est sur plus d'1,5 million de personnes qui traversent l'Atlantique vers les États-Unis. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors après, ça va se tasser après la guerre, mais on a quand même un flux qui peut être assez massif, alors qui est assez irrégulier, mais enfin, on a beaucoup, beaucoup de monde qui peut embarquer sur ces navires. On peut légitimement quand même s'interroger sur un truc, c'est-à-dire que tu vois, depuis tout à l'heure, tu parles du fait que ça passe par l'Afrique, et puis il y a le Japon, la Nouvelle-Zélande, tu nous parles de plein de pays différents. Ces navires-là, ils vont être aussi au cœur d'enjeux politiques au-delà d'économiques. Oui, alors après, c'est vrai que bon, là, moi, je me suis focalisé sur la ligne de l'Atlantique Nord parce que c'est celle qui représente vraiment le cœur du commerce. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus médiatique et beaucoup plus important que les autres lignes. Mais oui, il y a tout un tas d'enjeux, évidemment, notamment parce que avoir des navires, de toute façon, c'est un gage d'indépendance aussi, d'une certaine manière, parce que ces paquebots vont servir à transporter le courrier.
Et mine de rien, c'est vrai que dans le courrier, il peut y avoir tout un tas de choses importantes, sensibles, et que si une grande puissance comme la France, par exemple, devait se reposer sur sa rivale de toujours, l'Angleterre, pour transporter son courrier, ça serait quand même pas top. Et elle va pas non plus se reposer sur l'Allemagne. Or, ce sont les deux principales puissances maritimes à l'époque. Donc la France a besoin de sa compagnie générale transatlantique pour faire rayonner le pavillon français, et aussi pour des raisons beaucoup plus pratiques, pour contrôler sa diplomatie, ce genre de choses. Et par exemple, la France va aussi avoir du coup des lignes coloniales importantes, parce qu'on est à une époque où en plus il y a ces empires coloniaux. Et là aussi, on ne peut pas se fonder sur d'autres gens pour les desservir. C'est pas pour rien, justement, que la White Star a une ligne qui va en Australie via l'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande via l'Afrique du Sud, parce que là, du coup, on dessert les dominions. Et pareil pour le Canada, du coup. Donc là, c'est important. Un empire, ça n'existe que s'il y a des liens. Et la France, par exemple, a la compagnie des messageries maritimes qui part de Marseille et qui va en Indochine, qui s'arrête dans des ports africains et tout ça. Et la compagnie générale transatlantique a une ligne qui fait Marseille-Alger aussi, et qui transporte beaucoup de monde, parce que là aussi, l'Algérie française, ça marche que s'il y a un moyen pour faire venir les Français. Donc c'est forcément aussi des enjeux diplomatiques très importants. Puis c'est surtout que comme c'est le seul moyen de traverser de toute façon, tout le monde est obligé de passer par là, y compris quand on a besoin de déplacements officiels, par exemple, un voyage officiel de chef d'État. Eh ben, il ne peut pas couper non plus à ce genre de moyens de transport. Il n'y a pas encore Air Force One et des choses de ce genre, donc on est bien obligé de trouver ce genre de moyens. Et pareil en temps de guerre, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puis on a fait une vidéo ensemble sur les paquebots en temps de guerre. Dans ces cas-là, les paquebots deviennent transport de troupes, et puis on va avoir aussi des hommes d'État qui vont traverser pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si je ne me trompe pas, il y a Churchill, par exemple, qui prépare certaines opérations depuis une cabine du Queen Mary quand il traverse pour aller parler avec Roosevelt, ce genre de choses. Donc, on a là un rôle qui est assez crucial. Juste une petite idée comme ça, pour faire un trajet, pour traverser l'Atlantique, on mettait combien de temps avec ce genre de gros paquebot? Eh ben, ça évolue en fait très vite. Ça évolue très vite, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, on est peut-être sur du 10 jours. Le Titanic, c'est un paquebot de 7 jours. Il part le mercredi midi et il arrive au port dans la nuit du mardi au mercredi. Éventuellement, si c'est la bonne saison, il peut même arriver le mardi soir. S'il n'y a pas d'iceberg. S'il n'y a pas d'iceberg en plus. Oui. Et puis, mais à l'époque, déjà, par exemple, le Mauretania met un jour de moins, parce que sa compagnie a misé beaucoup plus sur la vitesse. Et dans les années 30, le Normandie, c'est du 5 jours. Et le record absolu de vitesse, là, c'est dans les années 50, le United States, qui là, on est sur, je crois, du 3-4 jours. Donc, bon, évidemment, ça ne concurrence pas l'avion, mais donc ça change aussi profondément le rapport au temps et aux distances, et ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est que quand il faut de toute façon une semaine pour aller aux États-Unis, puis une semaine pour en revenir, et on ne peut pas y aller juste pour un week-end, par exemple, ou pour 2 semaines de vacances. Donc ça change profondément le rapport à l'espace, parce que, par exemple, les vacances, ça va être quelque chose où un travailleur, ça arrive, hein, par exemple, sur le Titanic, on a Lawrence Beasley, c'est un professeur de sciences britannique. Bon, il décide de faire un tour aux États-Unis pour voir de la famille et tout. Il quitte son poste. Il démissionne pour quelque temps. Je ne sais même pas s'il a retrouvé son poste d'ailleurs après. Et il part pour plusieurs mois du coup. Parce que, oui, s'il y a déjà 2 semaines de voyage, on ne peut pas y aller pour un week-end. Alors, il y a des gens riches qui vont faire le voyage pour quelques jours parce que leurs affaires les y obligent, mais c'est rare. En général, même quand on part pour affaires, on part quand même pour plusieurs semaines et on en profite pour faire du tourisme, ce genre de choses. Et quand on est riche, on fait des vacances en Europe. Par exemple, les Américains qui partent prendre des vacances en Europe, et encore, je dis Europe, mais ça va être très étendu parce qu'il y a l'Égypte qui est une destination très populaire. Justement, ils vont partir, passer quelques temps à Paris, quelques temps en Égypte, ils vont passer par l'Italie, ils vont faire pas mal de choses. Parce que quitte à avoir fait le voyage, autant que ça vaille la peine. Aujourd'hui, tu sais, des gros navires, combien de temps ils mettent à peu près ou... Aujourd'hui, on est dans une dynamique tout à fait différente, parce que la course à la vitesse, par exemple, sur l'Atlantique, n'a plus aucun intérêt, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes pressé pour traverser l'Atlantique, vous ne prenez pas le bateau, de toute façon. Et ça, c'est vrai depuis les années 60. Donc à partir des années 60, on va dire, les transatlantiques étaient vraiment à la rue de ce point de vue-là. Et dans les années 70, c'est fini.
fini. Vers 74-75, le France est retiré du service. Enfin, il reste juste le Queen Elizabeth II qui continue à faire quelques traversées transatlantiques, mais c'est vraiment pour les fans qui font ça pour le fun. Et du coup, comme ils sont pas pressés, on va pas chercher à forcer la vitesse. Et c'est pour ça que, par exemple, le United States, qui est un bateau qui avait vraiment été conçu pour ça, au détriment de tout le reste, notamment c'est un bateau dont les intérieurs étaient super moches, à la fin des années 60, le machin n'a plus aucun intérêt, et aujourd'hui encore, il prend la rouille sur un quai, il a servi qu'une quinzaine d'années, parce qu'il est super rapide, c'est vrai, mais il est de toute façon pas aussi rapide qu'un avion, et du coup, ça ne sert à rien de l'envoyer là. Et donc, comme la vitesse, c'était son seul intérêt, les gens n'ont plus aucun intérêt à ça. En tout cas, on imagine que ça doit coûter très cher de fabriquer ce genre de paquebot à la fin du 19e, début 20e. Oui. Si on prend par exemple le Titanic, sa construction à l'époque va être estimée à 1 500 000 livres sterling, ce qui ne parle pas forcément beaucoup, ça fait beaucoup pour l'époque. Aujourd'hui, bon, on va dire en 2000, c'était déjà dans les 200 000 dollars par exemple, comme estimation, et aujourd'hui, ça serait plus. Donc, c'est les 200 millions de dollars, pardon. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Mais bon, après, le Titanic et ses jumeaux, c'est quand même un projet déjà ambitieux, mais il y en a d'autres tout aussi ambitieux en Allemagne à la même époque. Mais donc, on est sur des navires qui sont assez coûteux à construire, qu'on rentabilise quand même, parce que le voyage peut y être aussi assez coûteux. Une place en troisième classe sur le Titanic, par exemple, c'est, on va dire, l'équivalent de 2 mois de salaire d'un ouvrier. Ah oui. Donc, il faut imaginer que souvent, en troisième classe en plus, comme on voyage pour émigrer, c'est fréquent qu'on voyage en famille. Sur le Titanic, par exemple, la plus grande famille, ils sont 11. Donc, on imagine que ça leur a pris pas mal de temps pour économiser pour faire le voyage. Ouais, après j'imagine que effectivement, quand tu es en troisième classe et que ça coûte aussi cher, voilà, c'est pas tu fais pas l'aller-retour pour le business pour le coup, mais tu pars un aller sans retour quoi. Et bien justement, c'est ça qui est particulier, c'est que ça, c'est un petit peu la version que voudraient qu'on retienne les États-Unis, qui aiment beaucoup ce mythe du rêve américain. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y en a quand même pas mal qui reviennent. Ah, Parce que des fois, bon, ils se rendent compte qu'en fait, les conditions de vie sont pas meilleures aux États-Unis et que c'est la merde et qu'il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux parce qu'au moins c'est la merde aussi, mais c'est chez eux. Et puis il y en a d'autres simplement, ils ont réussi à se faire leur petit pécule. Et puis ils reviennent au pays ensuite parce qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de s'installer durablement. Donc ça joue. Et puis il y en a aussi, c'est plus surprenant, mais il y en a aussi qui quand même font parfois le retour pendant quelques mois pour voir la famille. Donc, sur le Titanic, par exemple, on a quelques Scandinaves qui étaient déjà venus passer du temps aux États-Unis, et puis qui étaient repartis en Finlande, en Norvège, et puis qui refont le voyage pour retourner aux États-Unis. Donc, il y a des parcours assez particuliers. Je pourrais parler d'ailleurs, peut-être, parce qu'il en a été beaucoup question dans les médias ces derniers temps, d'une famille à bord du Titanic qui illustre bien cette question-là. C'est une famille française, les Lefebvre. On en a beaucoup parlé parce que récemment, on a retrouvé au Canada une bouteille qui contenait un message qui aurait été écrit par la petite Mathilde Lefebvre. Bon, c'est très douteux et je pense personnellement qu'il y a un canular derrière ça. Mais par contre, ça a été intéressant parce qu'on a retrouvé, du coup, j'ai été en contact avec des gens de la famille et des descendants, et on a retrouvé plein d'infos sur la famille et sur comment ils s'étaient retrouvés à émigrer. Parce que c'est une famille du Nord, des mineurs de la région de Liévin. Et en fait, en 1911, on a le père, Franck Lefebvre, qui émigre avec un de ses enfants pour l'Ohio, où il va travailler dans les mines. Donc il travaillait dans les mines du Nord, il part travailler dans des mines dans l'Ohio, avec un de ses fils, donc, qui a 10 ans, et il part avec une autre femme que la sienne, qui visiblement venait du même village, et vraisemblablement, il avait fait le voyage avec elle pour qu'elle puisse fuir son mari. Dans tous les cas, ils arrivent du coup aux États-Unis sous un faux nom, parce que ils se font passer pour un couple marié, et ils font passer leurs enfants respectifs pour du coup des enfants qu'ils auraient eu ensemble. Et donc, ensuite, ils font chacun leur petit bonhomme de chemin. Quelque temps plus tard, il y a le fils aîné de Franck, qui s'appelle aussi Franck, et qui est déjà majeur et avec une famille, qui fait le voyage, lui aussi, avec sa famille, et qui s'installe définitivement aux États-Unis. Une autre fille, la fille aînée, qui émigre elle aussi avec son mari, sa famille, et qui s'installe définitivement. Une troisième des grandes filles qui, elle, va juste s'installer à Paris. C'est la seule qui va rester en France. Et puis ensuite, il y a un des fils qui a entre 13 et 15 ans, je ne sais plus précisément, qui voyage tout seul à bord d'un paquebot français, le Chicago. Donc je laisse imaginer dans quelles conditions.
parce que son père a envie qu'il vienne bosser dans les mines avec lui dans l'Ohio. Il bossait dans les mines là aussi du Nord, le gamin, et son père a envie de le faire venir bosser. Et le problème, c'est que arrivé à Ellis Island en décembre 1911, un gamin tout seul, les gars le gardent en fait pendant une semaine, le détiennent pendant une semaine comme mineur isolé. Et finalement, le père fait une déclaration sous serment que le gamin va venir bosser avec lui dans les mines et que donc il peut venir. Et donc le petit Julius, pareil, vient dans les mines. Et finalement, la mère et les derniers enfants qui étaient pas en âge de travailler ni rien, eh bien, ils font en dernier le voyage, ils partent à bord du Titanic et malheureusement, ils ne survivent pas. Et là, l'histoire de la famille Lefebvre prend encore un tour encore plus tragique quand le père, du coup, se demandant ce que sont devenus les membres de sa famille, entend dire qu'il y a des enfants français qui ont peut-être survécu, se signale un petit peu trop, commence aussi à demander s'il peut toucher des fonds de dédommagement, des choses comme ça. Et du coup, là, les services d'immigration américaine s'intéressent un petit peu trop à son cas, et ils se rendent compte qu'il est arrivé sous un faux nom, et du coup, lui et ses 2 enfants encore mineurs sont expulsés et renvoyés en France. Donc là, on a une situation d'une famille, alors sûrement un peu particulière, mais ça donne une idée des situations. C'est fréquent que les hommes partent en avant, par exemple, pour voir un petit peu s'il y a quelque chose à faire là-bas. Et du coup, il finira sa vie d'ailleurs dans les mines du Nord, du coup, où il Ouais. retourne, ça. Ouais. Voilà, il finit sa vie dans le Nord. Ouais. On a le dieu empereur d'ailleurs qui nous repose encore une question qui dit mais comment est-ce qu'on pouvait changer si facilement son nom à l'arrivée aux États-Unis? Là, je pense qu'il mentent, hein, clairement. Après, on est à une époque où, de toute façon, les papiers, enfin, il y a pas vraiment de papier d'identité aussi centralisé qu'aujourd'hui. Il y a aucun fichier, de toute façon, donc c'est beaucoup plus facile. Puis, en plus, quand on regarde les listes, c'est souvent mal écrit, c'est souvent bourré de fautes. Par exemple, pour trouver la trace des Lefebvre, j'ai une copine qui a voulu faire des recherches dans les fichiers d'Ellis Island, et des fois, il faut chercher Lefébure, Lefébor, des choses comme ça, parce qu'en plus, les Américains ont pas forcément trop su écrire le nom. Donc c'est pas compliqué du tout de rentrer sous un faux nom comme ça aux États-Unis. Alors, tu nous parlais d'une masse incroyable de voyageurs. Je vois sur mes petites notes 5 millions de personnes transportées dans la décennie 1880, plus de 8 millions dans les années 1900. Alors là, tu nous as exposé le cas d'une famille relativement pauvre, on va dire, des mineurs, quoi. Qui est-ce qui émigrait aux États-Unis à l'époque? Est-ce que c'était des populations principalement précarisées ou c'était aussi des classes moyennes ou des riches par exemple? Est-ce qu'on peut parler de, Alors, de, de fu- il y a un peu de tout, et il y a plein de motifs en fait pour partir. On va avoir des gens effectivement très pauvres qui partent aussi parfois pour fuir une certaine forme de surpopulation. C'est un phénomène quand même qu'on a, c'est-à-dire que comme les gens meurent moins dans leur jeunesse, il y a plus de monde dans les familles et des fois ça commence à encombrer un petit peu, donc il y en a qui sentent bien que s'ils partent pas, l'héritage ça sera compliqué, donc on peut partir pour ces raisons-là. On peut partir aussi pour fuir des situations de crise. C'est pas pour rien que, par exemple, l'Irlande est un foyer d'immigration. On part d'Irlande parce que bon, c'est le bazar, quoi. C'est compliqué économiquement parlant. Il y a des périodes aussi où on émigre pour des raisons politiques. Par exemple, en Italie, il y a des périodes de dictature, des périodes où des gens immigrent pour fuir le service militaire, des choses comme ça. Donc là, ça peut aussi s'imposer. Il y a plein de raisons d'émigrer. Et puis, sur un navire comme le Titanic, par exemple, on va trouver un petit peu tout côté migrants. On va trouver, par exemple, des gens qui ont beaucoup voyagé. Il y a un témoignage assez curieux dans la commission d'enquête américaine sur le naufrage du Titanic. C'est un des rares émigrants qui témoigne. Il s'appelle Bert Pickard, mais son nom est très curieux et en fait, quand il est interrogé, il dit mon vrai nom c'est Bert Trembliski. Alors je sais plus d'où il vient, mais d'Europe, je crois de l'actuelle Pologne. Mais donc à l'époque, ce sont en plus les empires russes, austro-hongrois et allemands qui se partagent le truc, donc c'est un beau bazar là-bas aussi. Et pendant un temps, il s'est installé en France où il s'est renommé Benoît Picard. Puis ensuite, il est parti du coup en Angleterre, et donc là, visiblement, Benoît, ça passait pas trop, donc il a transformé ça en Berk, et puis Picard, il l'a un petit peu anglicisé. Et du coup, quand il arrive aux États-Unis, il dit voilà, maintenant, en ce qui me concerne, mes affaires personnelles et tout ça, je me fais appeler Picard. Et donc, il y a comme ça toutes ces dynamiques-là qui peuvent se poser. Mais on va aussi trouver sur le Titanic des gens qui partent avec un projet bien défini, qui ont acheté une ferme, par exemple, et donc qui sont des gens qui sont issus
d'une petite classe moyenne, des gens qui peuvent être électriciens par exemple, petits mécaniciens, ingénieurs, mais qui ont envie de tenter autre chose aux États-Unis et qui du coup se sont achetés une propriété. Par exemple, les parents de la dernière rescapée du Titanic, Milvina Nadine, qui était donc un bébé en troisième classe, ses parents émigraient pour s'installer dans un bureau. Ils avaient acheté un bureau de tabac dans le Kansas. Ils voulaient s'installer là-bas. Donc voilà, ça c'est des raisons de migrer. Et donc bon. Après, on va trouver aussi tout un tas de catégories. Par exemple, bon, sur le Titanic, c'est vrai que c'est plutôt des Européens du Nord, du coup, des Scandinaves et tout ça, puisqu'on part d'Angleterre. Alors que sur la ligne méditerranéenne, on va beaucoup plus avoir des gens qui viennent d'Europe du Sud. Donc là aussi, il y a différentes clientèles qui sont traitées différemment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc, il y a aussi toutes ces questions qui viennent se poser là, évidemment. Dans ton livre, justement, tu expliques qu'il y a un retard de la France sur le transport des migrants vers les USA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ce retard, il vient de ce que j'évoquais tout à l'heure, du fait que le port du Havre est plus petit. En plus, la France, ils sont plus modestes quand même économiquement et sur la scène mondiale au départ, donc il leur faut plus de temps pour démarrer. Et du coup, comme leurs navires sont plus petits, ils sont forcément moins confortables pour les migrants. Et le problème, c'est que ça va durer assez longtemps. Alors, c'est toujours difficile de savoir dans quelles conditions voyagent les migrants parce que forcément, c'est pas sur eux que les compagnies font leur pub. Donc, des photos, par exemple, des entrepôts pour migrants, on en a peu. En fait, une des rares, moi, même la seule que je connais sur un entrepôt d'un paquebot français, par exemple, on ne sait même pas vraiment identifier de quel paquebot il s'agit. Et notre champ de possibilités, ça va de navires de 1884 à 1906. Donc finalement, ça veut dire qu'en une vingtaine d'années, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Alors, une des sources qu'on peut utiliser pour se faire une idée des conditions de voyage, c'est les plans de navires. Parce que sur les plans, on voit les dortoirs, on voit leur capacité. Et on voit que, alors que, à cette époque, sur un navire de la White Star, par exemple, il va y avoir des cabines pour les passagers de troisième classe, en tout cas pour certains, notamment pour les femmes et les familles, qui vont éventuellement avoir une salle à manger ou un semblant de salon. Et ben sur les paquebots de la Transat, jusque vers 1910, c'est que des dortoirs et certains avec 140 places et où on mange aussi. Donc là, il y a ce gouffre-là sur la ligne principale. Après, si on regarde dans le détail, on se rend compte que par exemple la White Star, effectivement, sur les paquebots de sa ligne principale, les conditions sont extrêmement bonnes. Sur le Titanic, par exemple, un immigrant qui voyage sur le Titanic ne sera jamais dans une cabine pour plus de 10 personnes. Et encore, il y a 2 cabines pour 10 personnes à bord du navire. La plupart, c'est entre 2 et 8 personnes. Et sur un paquebot de la Transat à la même époque, il y a encore des dortoirs de plus d'une centaine de personnes. Donc ça, c'est un gouffre. Mais par contre, sur les paquebots de la ligne italienne de la White Star, qui sont souvent des paquebots beaucoup plus vieux, là, on revient au bon vieux modèle du dortoir un peu crasseux et de la nourriture où chacun mange un peu là où il peut parce qu'il n'y a pas de salle à manger prévue. Alors que sur le Titanic, il y a une salle à manger avec des stewards et des menus. Et sur les menus, on dit même aux passagers que si le steward n'est pas gentil, on peut rouspéter, on peut se plaindre. C'est pas du tout le cas sur les navires de la ligne méditerranéenne où là, on a un journaliste, par exemple, qui témoigne que le gars qui lui sert sa nourriture, bon, à un moment, il se mouche et puis il attrape un biscuit ensuite à main nue sans s'être essuyé, que dans son assiette, régulièrement, il a trouvé des cafards, des larves, une épingle à cheveux, et puis que la nourriture est affreuse, quoi. Et en plus, ils sont obligés de nettoyer eux-mêmes leur vaisselle après coup avec de l'eau froide et éventuellement un morceau de journal s'ils en ont un sous la main. Donc c'est la catastrophe. Donc ça, il y a ces enjeux-là. Il y a des enjeux sanitaires évidents, parce que du coup, forcément, dans les entrepôts de troisième classe, quand c'est pas des cabines, c'est très mal aéré et on a des gens qui sont très entassés. Là aussi, on a un journaliste qui raconte que dans son dortoir, du coup, c'est un journaliste qui tente une traversée en immersion. Forcément, comme les immigrants eux-mêmes parlent peu de leur voyage, on a des journalistes qui veulent sensibiliser à la cause et qui, du coup, tentent un voyage et le racontent. Et il y en a un qui dit la seule petite barre de fer qui me sépare de mon voisin, c'est une ligne presque aussi imaginaire que l'équateur. Et donc on sent que la proximité, c'est déjà compliqué à gérer. En plus, dans sa couchette, il faut garder ses bagages, le peu d'affaires qu'on a avec soi, parce que si on les laisse traîner, on se les fait voler.
Et puis on est dans des dortoirs immenses, mal aérés, fermés. Pour peu qu'il y ait une tempête, on n'a pas le temps de sortir dehors parce que c'est horrible. Ça veut dire que les gens vont vomir dans les dortoirs, ou en plus ils mangent aussi, ou ils laissent souvent les déchets. Alors il y en a un qui parle par exemple d'une espèce de grande bassine où on va garder une espèce de compost avec tous les déchets alimentaires. Donc je laisse imaginer à la fin du voyage le chaos que ça peut être. Bon, on a même un récit, alors là c'est plutôt pour la fin des années 1870, où il y aurait eu carrément un cheval qui aurait été transporté au milieu d'un dortoir. Allez savoir pourquoi. Et du coup, ça pose quand même un certain nombre de problèmes d'hygiène. Et donc là, c'est des problèmes qu'on va retrouver pendant longtemps, les problèmes d'hygiène, parce que en plus, les passagers, souvent, pour une partie en tout cas, viennent de milieux où le rapport à l'hygiène, il est particulier, notamment les toilettes, ils ne connaissent pas. Ils connaissent la cabane au fond du jardin, voire le tas de fumier au fond du jardin. Donc, on en a certains, même à bord du Titanic, par exemple, ou en tout cas de son jumeau l'Olympique, on a des stewards qui racontent que, bah ouais, la nuit, du coup, il y a certains passagers qui ont la flemme d'aller jusqu'aux chiottes et qui pissent dans un coin, dans une coursive, parce que ils n'ont pas l'habitude. Et il y a des membres du personnel qui sont chargés de les former à se servir des sanitaires. Donc c'est des gros problèmes. Après aussi, ça vient du fait que le rapport à l'hygiène est différent par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le Titanic, par exemple, même en première classe, la plupart des passagers ont des WC et des salles de bain sur le palier, des salles de bain collectives, par exemple, mais ça gêne pas, parce que même chez les riches, on ne se douche pas forcément tous les jours, par exemple. Et donc en troisième classe, pour une capacité d'un millier de passagers, on a 2 baignoires. Et c'est déjà le grand luxe. Parce qu'en fait, la plupart du temps, la toilette, ça va se limiter à un grand bassin, puis on se mouille. Et là, par contre, effectivement, chaque cabine a sa petite bassine d'eau qu'on peut faire remplir, même en troisième classe. Donc, ça permet d'avoir une hygiène rudimentaire, mais malgré tout, l'odeur, ça peut vite être un problème, en particulier sur les plus vieux navires. Et si je reviens sur mes paquebots français, par exemple, sur la Lorraine, donc on est entre 1900 et 1910 peut-être, bah, les seuls sanitaires qu'il y a pour la troisième classe, c'est quelques lavabos et surtout ce qu'on appelle des bancs creux. C'est-à-dire en fait des espèces de latrines façon machicoulis au bord du navire, et puis ça tombe directement à l'eau. Et il y en a peut-être 4 ou 5 pour les hommes, 4 ou 5 pour les femmes, alors qu'il peut y avoir plus de 600 ou 700 passagers qui voyagent à bord. Donc on est sur des normes d'hygiène qui sont terribles. Et du coup, un point récurrent des récits des journalistes, qui en plus ne sont pas habitués à ça, c'est l'odeur. Ils disent ça. Alors après, il y a certains journalistes qui écrivent pas avec une volonté de sensibilité, mais au contraire avec une volonté de se moquer, et qui eux, du coup, vont dresser un portrait de l'immigrant comme quelqu'un de rustre, de violent, de primaire, et ainsi de suite. Et donc là, ils surjouent le côté de l'horreur. Et il y en a certains qui expliquent que, oui, après 5 minutes à bord, en fait, ils sont montés voir le commissaire et ils ont payé pour se faire surclasser, parce que l'odeur était insoutenable. Et qui disent que d'autres passagers ont fait de même. Donc c'est difficile après de savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions c'était vraiment répandu comme phénomène, mais en tout cas, l'aération, par exemple, de ces locaux va être un gros problème pendant très longtemps, en particulier quand il y a des épidémies. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 1890, par exemple, que la Transat a à faire face à une épidémie de choléra. Et sur un bateau qui a un espace clos, le choléra, ça peut vite être un problème. Alors, ils parlent du fait qu'ils ont installé des appareils désinfectants, des choses comme ça. Bon, je suis pas trop au courant, moi, de ce que pouvaient être les conditions de désinfection dans les années 1890. Mais en tout cas, déjà à l'époque, c'est une question. Ils prennent des mesures. Sur le Titanic, par exemple, il y a un hôpital avec une aile pour les passagers infectieux. C'est un petit hôpital hein, qui a une capacité d'une quinzaine de personnes peut-être, et donc il y a deux salles qui sont vraiment prévues pour les passagers les plus infectieux, et là on a prévu même l'aération pour rejeter les microbes à l'extérieur du navire directement, et pas que ça aille dans les circuits d'aération des autres parties du navire. Donc c'est des questions aussi sur lesquelles on réfléchit beaucoup, déjà à l'époque, hein, et c'est pas arrivé avec le Covid, ça aussi. Alors, il y a les préoccupations sanitaires, mais est-ce qu'il y a les préoccupations économiques aussi? Parce que tu nous dis que les navires évoluent, et que donc on a les dortoirs, notamment pour les plus pauvres, qui vont évoluer, et des conditions qui s'améliorent, notamment sur le Titanic pour les pauvres. Ça, c'est conditionné aussi par un impératif économique ou pas? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que cette masse de migrants pauvres ou de classe moyenne représente
de plus en plus d'argent finalement pour les compagnies. Alors ça représente de plus en plus de monde, mais le problème, c'est que c'est aussi quelque chose de très volatile d'une année sur l'autre. Il peut y avoir une année super où, on va transporter, dans les 90 000 migrants, par exemple, et l'année suivante, paf, c'est retombé à 60 000. Parce qu'il y a plein de phénomènes qui font que d'une année sur l'autre, ça change. Donc, il faut quand même réussir à trouver un moyen de s'assurer, notamment que ceux qui reviennent, aient envie de voyager sur les navires de la compagnie. Parce que ceux-là, c'est une clientèle qui va être beaucoup moins captive. Dans le sens de l'est vers l'ouest, il y aura toujours des gens pour traverser, même si on remplit pas le navire, il y aura toujours une quantité significative de gens au début du XXe siècle. Par contre, dans le sens du retour, les navires, ils sont souvent beaucoup plus vides, évidemment, puisque l'immigration, ça va théoriquement que dans un sens. Donc ces passagers qui reviennent, là, c'est intéressant de bien les traiter, de les traiter comme des clients, parce que là, c'est ça qui va leur faire dire, bon, pour le retour, j'ai envie de voyager avec la White Star, avec la Cunard, avec la Transat. Donc ça, c'est un facteur sur lequel ils vont beaucoup jouer. Puis aussi, tout à l'heure, je parlais de ces gens qui sont un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qui sont pas non plus dans une pauvreté totale, mais qui sont déjà un peu plus élevés. Par exemple, sur le Titanic, en troisième classe, on va avoir une famille comme la famille Sage, où ils sont 11, comme je disais, donc il y a les parents et puis des enfants, ça doit aller, la plus grande doit avoir plus de 20 ans et le plus petit moins de 10 ans. Et comme ils sont 11, c'est sûr que s'ils avaient dû voyager en deuxième classe, ça aurait été un investissement beaucoup plus grand. Maintenant, est-ce qu'ils auraient voyagé en troisième classe sur un des paquebots de la ligne méditerranéenne vraiment tout moisi? Peut-être pas, parce que c'est des gens quand même qui, manifestement, enfin, à travers les photos qu'on voit d'eux en Angleterre, ils n'étaient pas non plus dans une grande pauvreté totale, ils étaient quand même habitués certainement à un confort rudimentaire, et donc peut-être qu'ils n'auraient pas été jusqu'à voyager dans ces navires-là. Donc il y a une évolution, et puis je pense que notamment un peu avant la Première Guerre mondiale, certaines compagnies commencent à sentir que le vent pourrait tourner, qu'aux États-Unis, on commence à critiquer l'immigration, et qu'il pourrait y avoir un moment où on va dire stop. Et donc, on commence à réfléchir, notamment sur le Titanic. Déjà, on trouve par exemple des modèles de cabines alternatives, c'est-à-dire soit ils servent pour de la troisième, soit ils servent pour de la deuxième. Donc, il faut quand même que ça soit de la bonne cabine de troisième classe pour pouvoir l'adapter pour de la deuxième. Et donc, ça, on en fait de plus en plus pour pouvoir s'adapter au flux. Et effectivement, après la Première Guerre mondiale, on va avoir un court phénomène d'immigration, notamment au départ des pays vaincus. Il y a plein de gens qui partent là, notamment avec les déplacements de population et tout ça. Mais à partir de 1921, on a une première loi qui vient instaurer des quotas. Et ces quotas sont en fait conçus à partir sur la base du nombre de ressortissants de ces pays qui sont déjà installés aux États-Unis. Donc c'est un moyen de dire, par exemple, des Italiens, il y en a trop, donc on arrête, par exemple. Mais par contre, les Suédois, on peut continuer un petit peu. Enfin, c'est comme ça que ça va se mettre en place. Et donc il y a une première vague de quotas en 1921 qui est déjà dure pour les compagnies. Et en 1924, c'est encore plus dur. Par exemple, c'est le moment où l'escale en Irlande, que faisaient les paquebots jusque-là pour récupérer quelques centaines d'Irlandais, ils arrêtent de la faire parce que c'est plus la peine. Et là, à ce moment-là, ils ont même un problème, c'est qu'on a des navires qui sont prévus pour une trop grande capacité de migrants. Et le problème, c'est qu'en une traversée, ils auraient rempli leur quota du mois. Donc, on est bien obligé de trouver de nouveaux fonctionnements. Et du coup, on va transformer la troisième classe pour que les passagers qui voyagent à bord ne soient plus seulement de l'immigrant, mais du touriste un peu pauvre, du voyageur au long cours, par exemple, des familles de gens qui ont immigré et qui ont envie de venir voir la famille pendant quelque temps. Ces gens-là qui ne pourraient pas se payer un voyage en deuxième classe, mais qui ont envie de voyager un peu confortablement, on va commencer à les attirer, puisqu'il n'y a plus de place pour les émigrants. Donc il y a ces évolutions-là qui se font au cours du temps, et qui font qu'on rehausse les choses. Mais à vrai dire, l'apparition de la deuxième classe, c'est déjà un symptôme de ça, puisqu'elle n'existe pas au départ. Jusque dans les années, fin des années 1880, on a deux classes en fait. On a la classe cabine et l'entrepont. La classe cabine, c'est ceux qui ont des cabines, et les autres, ils voyagent dans des dortoirs dans l'entrepont. Et puis, à partir des années 1890, 80 même, fin des années 80, on se rend compte qu'il y a toute une catégorie de gens, ça peut être des professeurs, des prêtres, des ingénieurs, des petits commerçants, des choses comme ça, qui voyagent aussi et qui ont plus envie de voyager dans l'entrepont, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de se mêler à la première classe.
Et donc, si on regarde la deuxième classe du Titanic, par exemple, on a une classe moyenne qui contient des gens tout à fait divers, comme je disais, des ingénieurs, des prêtres, un cinéaste, des gens comme ça, des négociants, voire des gens qui auraient tout à fait pu voyager en première classe, mais qui préfèrent la deuxième parce que c'est un environnement un peu plus familial, un peu plus posé. Et donc, on a aussi ces évolutions-là qui se font. Et alors, tu parles de tensions entre les compagnies et les pays qui reçoivent, on va dire, puisqu'ils instaurent des quotas. Des quotas. Est-ce qu'il y a aussi une tension avec les pays, justement, d'où les flux partent, qui pourraient voir d'un mauvais œil peut-être le fait que ces compagnies se font du business sur une situation difficile dans le pays, par exemple? C'est pas forcément le cas, en tout cas. Alors après, c'est vraiment pas ma spécialité, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas. Après, il va y avoir plus des guerres, par exemple. On parle beaucoup de mesures que les Allemands auraient prises pour empêcher les émigrants qui passeraient par leur territoire de partir sur des paquebots autres que des paquebots allemands. Donc c'est plutôt là que va se faire le truc. Vous voulez partir, ok, mais vous partez sur les nôtres. Donc on va plutôt avoir ce genre de phénomène-là qui va se poser. Après, non, c'est plutôt le pays d'entrée, les États-Unis, qui vont beaucoup légiférer sur les conditions d'arrivée, pour plusieurs raisons. Déjà pour les normes sanitaires, encore et toujours, ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui arrivent malades, tout ça. Donc ils posent de plus en plus de règles, et notamment ils posent comme règle que si quelqu'un se fait refouler à Ellis Island, donc le moment où on trie en quelque sorte les immigrants pour voir s'ils sont susceptibles de rester, eh bien s'il se fait refouler, c'est la compagnie qui, à ses frais, doit lui payer le voyage retour, et la nourriture et tout ça. Les compagnies n'ayant pas envie de payer des voyages gratuits à des gens, elles préfèrent, dans ce cas, faire des contrôles médicaux et sanitaires beaucoup plus stricts au départ. Donc on va avoir ce genre de choses. Et puis après, ben, on a, comme je disais tout à l'heure, des journalistes, par exemple, qui vont s'engager en disant, voilà, là, c'est pas normal que des gens qui vont devenir nos futurs citoyens aient comme première image de notre pays la traversée qu'ils ont faite et les conditions déplorables de voyage. Et alors là, il se trouve qu'en plus, comme les États-Unis sont très marginaux sur la ligne, qu'ils n'ont pas beaucoup de gros paquebots vraiment intéressants, et ben, ils imposent plus leurs règles aux autres qu'à eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de navires vraiment auxquels les imposer. Et donc, c'est des États-Unis que vont venir des règles régulièrement en disant bon, vous êtes obligé de réserver tant de mètres cubes par passager parce qu'en dessous, vraiment, c'est inhumain. Vous êtes obligé de servir des repas aux passagers parce qu'il y a eu toute une période où, quand vous partiez, il fallait prévoir vos repas pour la semaine, quoi, parce que la compagnie s'en occuperait pas trop. Bon, il y a la question des draps qui se pose à une époque aussi, parce qu'on veut pas refiler de draps aux passagers d'entrepont parce qu'ils ont tendance à se faire des vêtements avec. Donc là aussi, il y a toutes ces questions-là, puis il y a des évolutions petit à petit dans le temps. Il y a la question des viols aussi, qui est très présente, parce qu'en plus, bon, c'est pas forcément par réflexe très MeToo, hein, mais c'est surtout parce que un viol sur un transatlantique avec la contraception de l'époque, sur une jeune fille, ça peut vouloir dire ensuite une mère célibataire à l'arrivée. Donc c'est en plus ce genre de facteurs qu'ils vont essayer de prendre en compte pour éviter ce genre de choses. Et donc très vite, on va avoir sur les transatlantiques, par exemple, les femmes seules qui vont être placées à l'arrière pour être loin des hommes seuls et loin des hommes de l'équipage pour éviter ce genre de choses. Donc, et puis on a régulièrement des commissions d'enquête qui sont montées pour enquêter sur les violences qui peuvent être commises à bord des navires pour essayer de lutter contre ce phénomène. Donc on a comme ça plein de choses. Bon, on va en avoir aussi un petit peu dans les pays de départ, mais après, des pays de départ, ça peut être des pays de passage, parce que par exemple, le port du Havre ou le port d'Anvers, c'est des ports qui en fait vont récupérer des gens qui viennent de l'Empire austro-hongrois, de Suisse, d'Italie, et donc finalement, par exemple, de France, c'est peu de Français qui vont partir, c'est beaucoup des gens qui sont passés par la France. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là, et avec les questions aussi, comment on les fait venir. Donc par exemple, il y a toute la question des trains, et alors là, c'est des choses assez hallucinantes. Par exemple, la Transat, en 1880, se rend compte que pour que les immigrants viennent dans ces ports plutôt que dans le port d'Anvers, ça serait bien quand même que les trains dans lesquels elles font voyager les passagers aient des banquettes et des fenêtres. Ça paraît quand même surréaliste, mais voilà, ils sont super fiers, ils ont de nouveaux trains, il y a des banquettes, il y a des fenêtres, il y a des portes-bébés à la place des portes-bagages qu'on utiliserait nous, voilà, c'est des portes-bébés. Il y a des toilettes, ce qui est quand même peut-être pas trop vu que le voyage dure 10 heures.
Donc là, ils sont super fiers. Ils ont mis en place ces moyens-là pour aller chercher des gens, parce que bah oui, sinon les gens qui partent d'Italie, ils prennent quand même le plus confortable, le plus rapide. Donc il faut trouver tous ces moyens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi peut-être des loisirs à bord pour cette classe-là de passagers? Parce que j'imagine que quand t'embarques pendant 7, 8, 9 jours sur un bateau, tu restes pas non plus durant toute la durée du voyage enfermé dans ta cabine. Alors, les loisirs à bord, bah, c'est de toute façon, oui, le gros problème, occuper des gens. Alors bon, les repas vont beaucoup rythmer la traversée. En troisième classe, quand même, ça va beaucoup reposer sur la discussion, le jeu, la danse, pas mal, des choses comme ça. Après, il faut imaginer aussi que pour un passager de troisième classe, qui souvent vient de la classe ouvrière, du coup, le voyage, c'est aussi un moment un peu bizarre. C'est un moment où pendant une semaine, 10 jours, ils ne vont pas travailler. Ce qui c'est pas souvent dans leur vie, on n'est pas à une époque où il y a les congés payés et tout ça. C'est pas forcément souvent dans leur vie qu'ils ont la chance là d'avoir une semaine où ils ont rien à foutre. Donc il y en a aussi certainement qui vont profiter de ça. Mais même sur le Titanic, par exemple, au-delà du fait qu'ils ont un salon, un fumoir, que dans leur salon il y a un piano, ce qui est déjà extraordinaire hein, par rapport à ce que fait la concurrence, il va pas y avoir de divertissement vraiment prévu pour eux. Par contre, les divertissements, on va les voir évoluer en première classe. En première classe, pendant longtemps, le cœur du navire, ça va être juste la salle à manger qui sert aussi de salon, où on se retrouve, on joue, on se promène sur le pont, mais ça va pas forcément aller beaucoup plus loin. Ce qui s'impose très vite, c'est la lecture. La lecture est quand même un passe-temps assez indémodable, donc on a des bibliothèques sur les navires qui sont bien approvisionnées dans les succès récents hein, de littérature. Et puis souvent d'ailleurs ils ont des partenariats avec des espèces de clubs de bibliophilie à terre qui leur fournissent les bons succès du moment pour leur filer des collections un peu diversifiées. Et puis au début du XXe siècle, on va, comme les navires deviennent plus gros, il y a plus de place pour mettre plus de choses, et donc on va développer de nouveaux loisirs. Et là, la White Star va être pas mal en pointe, notamment sur tout ce qui est le sport. À partir de 1907, avec leur Adriatique, qui sert un petit peu de ballon d'essai pour ce qui va ensuite être fait sur l'Olympique et le Titanic, eh bien, ils mettent un gymnase, une piscine, c'est une première sur un navire, et des bains turcs. Notamment parce qu'à l'époque, on considère que c'est déjà, il y a une grande mode orientalisante, et en plus, on considère que les bains de vapeur, c'est très bien pour le corps, ça fait maigrir. Il y a même une chaise balance à l'entrée des bains turcs, comme ça, on se pèse à l'entrée, on se pèse à la sortie, et on est content parce que comme on a bien transpiré, waouh, j'ai perdu 500 grammes, c'est génial. Donc bon, je précise que ça n'a aucune valeur scientifique, mais les passagers sont contents. Et donc, on leur apporte ces installations-là. Sur le Titanic et l'Olympique, on va même installer des bains électriques. C'est des espèces de cercueils. Enfin, ça a vraiment une forme de cercueil avec un grand couvercle qu'on rabat sur toi. Et puis, il y a une machine électrique qui produit de la vapeur et qui te réchauffe. Hein, pas juste la tête qui dépasse. Et puis, ça te réchauffe. Bon, visiblement, les passagers n'ont pas été convaincus puisqu'il y en avait 2 sur l'Olympique en 1911. Et quand ils ont mis en service le Titanic, il n'y en avait plus qu'un. Donc, ils ont dû se dire que les passagers n'étaient pas fans. On a d'ailleurs le récit d'une passagère du Titanic, la seule dont on sait qu'elle a fréquenté les bains turcs, ou en tout cas qui en a parlé, qui a dit que c'était, enfin, qui a écrit dans son journal que c'était la pire expérience de sa vie et que plus jamais elle voulait faire ça, qu'elle avait aimé que la piscine à la fin parce que vraiment c'était affreux. Bon, alors après, on a une époque en plus où c'est très prude, donc les hommes et les femmes ont des créneaux horaires séparés, des membres d'équipage séparés, parce que bon, quand même, il faudrait pas que. Mais donc il y a cette dimension de loisir-là qui s'impose. Mais sur le Titanic, malgré tout, par exemple, on reste, à part sur les loisirs liés aux soins du corps et la lecture, on reste sur de la sociabilité qui est vraiment liée à la discussion, à la conversation, au potin. Et donc c'est important, par exemple, de se faire bien voir, des gens bien placés. On essaie de discuter avec eux. On essaie d'avoir une bonne table aussi, parce que bon, bah, ses compagnons de table, on va se les taper tout le voyage, donc c'est toujours sympa d'être avec des gens qu'on aime bien. Et il y a comme ça des espèces de petits groupes qui se forment au début du voyage. Bon, sur le Titanic, ça fait quelque temps aussi qu'on a des orchestres, par exemple, à bord des navires, et c'est super populaire. Sur le Titanic, c'est vraiment l'attraction de l'orchestre, au point que d'ailleurs, bah, justement, un an avant, pareil, sur l'Olympique, ils avaient testé, et donc tous les soirs, il y a l'orchestre qui se reproduit dans la salle de... qui se produit plutôt, parce que se reproduit, ce serait vraiment dégueulasse, mais qui se produit dans la salle de réception après le dîner.
Et les gens sont vraiment à fond, au point que la salle est trop pleine, que les gens sont obligés de s'asseoir sur les marches de l'escalier et tout ça. Et donc sur le Titanic, on rajoute des chaises, on rajoute un peu d'espace à cet endroit-là, parce que vraiment ça marche, les gens aiment ça, aiment la musique et tout. Mais on est sur des actions qui globalement restent quand même de l'action de groupe. Dans la salle à manger, on est sur des tables où on est plus souvent 6, 8, 4 que 2 par exemple. Et par contre, plus on va avancer dans les années 20, plus on va se tourner vers du loisir un peu plus individuel. Et là, c'est les paquebots français qui vont être en tête de ligne, parce qu'autant ils sont en retard sur les immigrants, autant sur l'art de vivre à la française, ils sont très en avance. Déjà, ça fait très longtemps, par exemple, qu'ils se sont rendus compte que les enfants existent, et qu'il faut s'en occuper. Donc, sur les paquebots de la Transat, il y a des salles à manger pour les enfants de première classe avant qu'il y ait des salles à manger pour les passagers de troisième, par exemple, alors que la White Star, sur le Titanic, par exemple, les enfants en première classe, ça n'existe pas. Éventuellement, on les tolère dans la salle à manger, mais encore s'il n'y a pas trop de monde et s'ils font pas trop de bruit, sinon ils sont priés de manger dans leur cabine, et il n'y a vraiment rien de prévu. Sur le Britannique, qui devait arriver en 1914-1915, ils avaient prévu une salle de jeu pour les enfants quand même, parce qu'ils s'étaient dit que ça devenait une clientèle intéressante, mais autrement, c'était vraiment perçu comme la nuisance. Alors que sur les paquebots français, très vite, on va voir des théâtres de guignols, des trucs comme ça pour s'occuper des enfants. Et puis sur le Paris en 1921, on voit apparaître pour la première fois un cinéma à bord d'un paquebot, parce que c'est nouveau loisir. Et les autres paquebots vont s'adapter, hein. Sur l'Olympique, par exemple, et ça aurait été le cas sur le Titanic s'il n'avait pas coulé. Bon, dans les années 20, on finit par installer un cinéma démontable dans le grand salon, parce que les passagers commencent vraiment à aimer ça. Et sur le Normandie, en 1935, on a une grande salle de théâtre, cinéma, où on projette des films français, des films américains, des films français pour faire rayonner la culture française. Sauf que ça marche pas. On a le commissaire de bord qui déprime dans les rapports de voyage, qui explique, voilà, on passe des films américains, tout le monde est là, dès qu'on passe un film français, les gens se barrent. Donc bon, il y a ces problèmes-là. On fait venir aussi des artistes français qui vont se produire sur scène. Alors là aussi, on a le Canard enchaîné qui est un peu cynique après la traversée inaugurale du Normandie, qui dit le spectacle, les gens ont été déçus parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre les dialogues à cause de l'acoustique et des mauvais haut-parleurs de la salle. Et puis quand ils ont appris de qui était la pièce, finalement, ils ont voulu remercier l'architecte d'avoir à ce point foiré l'acoustique parce qu'ils n'avaient rien entendu. Donc il y a ce petit côté-là, mais en tout cas, il y a de plus en plus ces loisirs-là où on va regarder un film, on va faire ce genre de choses. Sur le Normandie, on va avoir un stand de tir. Des choses comme ça, où là, du coup, on se dirige beaucoup plus vers du loisir déjà un peu plus individuel et un peu plus diversifié. On finit même par installer un cours de tennis, mais sur le Titanic, on a déjà un cours de squash qui est assez populaire, visiblement, avec un moniteur de squash qui est là pour vous aider à apprendre. Donc on a de plus en plus comme ça de loisirs qui s'imposent, évidemment en première classe. Ensuite, ce qui est vraiment populaire en première classe, on finit par l'intégrer en deuxième classe, en rajoutant de nouvelles installations. Mais évidemment, il y a toujours un décalage qui se crée. On pourrait parler aussi de la religion à bord, qui est un facteur qui est traité de façon très inégale selon les compagnies. Les Anglais, manifestement, n'en ont pas grand-chose à faire. La religion sur le Titanic, par exemple, c'est le dimanche matin, le capitaine qui vient chanter quelques hymnes anglicans en tant que représentant du coup de l'église anglicane avec les passagers qu'il souhaite dans la salle à manger de première classe. Et puis en deuxième classe, il y a le commissaire de bord adjoint qui fait la même chose. Et puis en troisième classe, s'il y a un curé à bord, il peut venir faire un sermon. Mais ça se limite vraiment à ça, et c'est d'ailleurs beaucoup les passagers qui vont prendre les choses en main. Par exemple, sur le Titanic, le soir du naufrage, juste avant la collision, on a les passagers de deuxième classe qui ont demandé au commissaire s'ils pouvaient réserver la salle à manger pour chanter des hymnes tous en chœur pendant quelques temps dans le salon. Ils sont super contents, ils trouvent la soirée vraiment magnifique. Et par contre, sur les paquebots français, très vite, on développe la religion. Et alors moi, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé mon stage à French Lines, qui conserve le patrimoine des compagnies françaises. Juste au moment où j'arrivais, en fait, ils venaient de découvrir dans leur collection des valises chapelles. C'est-à-dire, en fait, des espèces de grandes malles avec votre petit kit du parfait curé. Vous ouvrez la malle et vous avez des hosties, vous avez une Bible, vous avez tout le matériel pour faire votre messe. Ils avaient des chasubles aussi, et des chasubles réversibles pour prendre moins de place, comme ça, quand il faut changer de tenue, vous retournez la chasuble et hop, vous avez la nouvelle tenue qui va.
Et donc, ils avaient ça, comme ça, ils pouvaient se poser dans le salon et faire une messe avec tout leur kit, et notamment quand il y avait un ecclésiastique de renom qui passait à bord, et visiblement, il y avait quelques archevêques et évêques qui kiffaient ça, faire le voyage et puis faire la messe à bord dans ces cas-là. Bon, bah, ils lui donnaient la place. Et puis, à partir des années 20, la Transat décide de construire des vraies chapelles dans ses navires. Et à bord du Normandie, on a une grosse chapelle et un truc notamment sur 2 étages, avec le deuxième étage, du coup, c'est juste du plafond. Et quand vous pouvez vous permettre de faire un deuxième étage avec juste du plafond sur un paquebot où l'espace est limité, c'est vraiment la dépense d'espace la plus totale. C'est vraiment pour montrer, là, pour mettre vraiment montrer qu'il y a de la... il y a de la place de toute façon, donc on peut même se permettre de sacrifier ça pour une chapelle, et tant pis s'il y a que 10 passagers qui y viennent. Alors, la Transat, en plus, ils sont un peu facétieux, ils savent qu'ils auront à la fois des catholiques et des protestants, donc ça pose tout un tas de questions de rituels, donc ils ont mis un chemin de croix dissimulable. C'est-à-dire que bon, quand c'est les catholiques, on retire les panneaux de bois et il y a le chemin de croix, puis pouf, quand il y a des protestants, on referme les panneaux de bois, comme ça c'est bon, il n'y a pas de chemin de croix, ils sont contents. Et puis alors, sur le Normandie, il se pose la question des Juifs. On est dans les années 30 et ils se rendent compte qu'il y a une clientèle juive qui voyage à bord des paquebots de la Transat, et que ce serait bien quand même de l'accueillir. Et donc bon, ils avaient déjà pris quelques mesures, notamment parce que le problème avec les juifs, c'est l'alimentation. Tout ce qui est cuisine cachère. Donc du coup, ça faisait déjà pas mal de temps. Même la White Star avait embauché un cuisinier cachère qui formait ses équipages quand même pour leur expliquer comment on fait. Et là, vraiment, sur les paquebots de la Transat, on a des services à vaisselle particuliers, on a des cuisiniers particuliers pour vraiment montrer aux passagers juifs que voilà, du point de vue alimentaire, ce sera carré. Mais sur le Normandie, ils se disent on va aller plus loin, on va leur mettre aussi du matériel pour le culte. Et ils commandent du coup tout le matériel, il y a des Torahs, il y a des choses comme ça. Ils font ça en plus en partenariat avec un rabbin parisien qui les conseille vraiment bien. Sauf que juste avant le départ, ils se rendent compte qu'ils ont commandé tout le mobilier, ils ont juste pas pensé à réserver un espace à bord du navire. Ils savent pas où ils vont mettre ça. Et je ne sais pas de quel abruti est sortie cette idée, mais ils se sont dit on va mettre ça dans la salle à manger des enfants. La salle à manger des enfants, elle avait été décorée par Jean de Brunoff, le créateur de Babar, ce qui fait qu'au mur, il y avait Babar et les autres éléphants qui s'ébattaient. Et donc, on a une photo extraordinaire de ce contraste-là entre le mobilier rituel juif en bois sombre avec un rideau avec sa petite étoile de David au milieu, et tout autour, les Babars qui s'ébattent. Et alors, on a les journaux, justement, juifs, qui, bon, dans le contexte de la France des années 30, évidemment, expliquent que, bon, pour une fois qu'on pense à eux et qu'on essaie de faire les choses, ils vont prendre les choses avec philosophie, mais que c'est quand même pas très sérieux. Mais bon, ils prennent ça avec philosophie. Par contre, il y a des passagers de première classe qui prennent pas ça avec philosophie du tout et qui sont indignés totalement à l'idée qu'on fasse bouffer leurs enfants à côté de matériel rituel juif. Alors, je sais pas, peut-être par peur de la contamination. Mais c'est exactement le même genre de phénomène qu'on va retrouver. Bah, par exemple, moi, justement, au moment où je découvrais ça, c'était l'époque où il y avait l'histoire des Quick Halal. Quick venait de lancer une gamme halal, et à la même époque, il y avait eu une histoire d'intoxication alimentaire chez Quick, et du coup, il y avait tout un tas de fachos qui s'emballaient, c'est à cause du halal, et ainsi de suite, puis qui lançaient des boycotts. Bon, bah, déjà à l'époque, finalement, on va avoir les mêmes dynamiques, ce qui fait que la Transat va prendre des mesures très vite. Alors, on peut suivre ça de traversée en traversée, les rapports du commissaire de bord qui dit bon, pour pas gêner la première classe, on va passer en classe touriste les juifs pour leur office, tout ça. Puis finalement, il crée une vraie synagogue à bord. Mais par contre, le commissaire constate quand même que le rabbin fait un peu trop de publicité au service pour les juifs à bord et qu'il faudrait qu'il se calme parce que ce serait embêtant si le Normandie était reconnu comme le paquebot où les Israélites se sentent chez eux. Et donc, c'est là qu'on reprend les années 30 en pleine gueule, en fait, et qu'on se rend compte qu'il y a toutes ces dynamiques qui viennent se confronter, parce que d'un côté, on a envie d'attirer les passagers juifs et de bien les traiter, et d'un autre côté, quand même, il y a aussi une France qui reste très antisémite, et il faut faire gaffe à ne pas blesser cette partie-là. Donc il y a toutes ces dynamiques-là, mais qui montrent quand même qu'il y a une volonté vraiment de satisfaire ce champ-là sur les paquebots français. Et alors moi, la question que je me posais pendant mes recherches, c'était et qu'est-ce qu'il en est des Britanniques? Parce que je savais que sur le Titanic, par exemple, il n'y avait rien en matière de rites religieux. Mais je me demandais, est-ce que quand même, dans les années 20-30, ils ont fait des choses? Et je ne trouvais pas grand-chose. Et puis, vraiment, mon dernier jour de recherche à Liverpool, j'ai gratté une côte sur la construction du Queen Elizabeth, qui a été mis en service en 40.
Et par hasard, je tombe sur une lettre d'un passager canadien qui écrit à la direction de la Cunard en disant, voilà, moi je suis un fervent anglican, j'aimerais avoir un endroit pour prier, jusqu'à présent on est obligé de se prendre un coin de salon, est-ce que ça vous embêterait pas au moins de réserver une cabine, juste une cabine, vous mettez 3 bancs et ça nous ferait une chapelle anglicane? Et la compagnie lui répond, bah non, ça nous intéresse pas. Donc on a vraiment deux visions différentes, puisque à la même époque, on a le Normandie, où là, c'est pas juste une cabine, mais carrément une chapelle de je ne sais quelle superficie. Donc on a vraiment aussi des fois des clientèles différentes qui sont visées et des positions différentes qui peuvent permettre justement à chacun de créer un petit peu sa niche. Ouais, c'est hyper intéressant de voir cette évolution culturelle, religieuse d'abord des navires et technologique aussi d'ailleurs. L'électricité, le système de plomberie peut-être qui est arrivé aussi à un moment donné, non? Alors ça, il y a des choses drôles, oui, parce qu'au début, du coup, par exemple, quand la White Star commence, on est sur de la lampe à pétrole pour s'éclairer. Et puis en 71, 72, ils ont une idée de génie sur un de leurs nouveaux navires. Ils se disent, tiens, si on tentait l'éclairage au gaz. Et là, c'est la catastrophe, parce qu'un navire, ça vibre. Du coup, les conduites de gaz pètent en permanence. Et c'est vraiment pas la chose à faire. Et donc, au bout de 2 ou 3 voyages, je crois, ils sont repassés à de la lampe à pétrole parce que le gaz, c'était vraiment pas une bonne idée. Et donc l'électricité arrive. Alors déjà, d'ailleurs, sur un navire comme l'Océanique, justement, qui est plutôt éclairé à la lampe à pétrole, on a quand même des sonnettes électriques pour les stewards, des choses comme ça, mais on reste sur du gadget. Par contre, ensuite, l'électricité arrive très vite. Le problème de l'électricité, c'est qu'à l'époque, on va dire que les normes de sécurité sont pas top. Et le problème, c'est qu'en plus, on est sur des navires où il y a beaucoup de décorations en bois. Et donc, ça peut très très facilement mal tourner, donc ces navires vont brûler très souvent. Et notamment, on a des paquebots allemands juste avant la guerre, en fait. Ils sont mis en service entre 1913 et 1915. Enfin, le dernier devait arriver en 1915 et il est fini qu'après la guerre. Et eux, leur installation électrique made in Germany est vraiment immonde. Et ils ont passé les années 20 et 30, où ils étaient passés sous contrôle britannique, à cramer très régulièrement. Et quand je parle d'incendie régulier, c'est par exemple pendant un repas, des passagers vont voir de la fumée qui sort d'un mur. Et puis là, d'un coup, il y a l'équipage qui se précipite, qui enlève le panneau décoratif, et puis en dessous, il y a le câblage électrique qui est en train de cramer. Il faut éteindre ça en plein milieu du repas. Et puis des fois, autrement, ça fait cramer toute une partie du navire. Et là, pour le coup, on sait en plus que c'est l'installation électrique allemande qui est fautive, parce qu'il y a un des 3 navires qui a été piqué par les Américains pendant la guerre. Les Américains ont refait tous les intérieurs et ont refait l'installation électrique, et c'est le seul des 3 qui n'a jamais cramé pendant sa carrière. Donc on suppose qu'il y avait un petit problème de ce côté-là. Mais donc l'électricité arrive très vite, mais c'est évidemment quelque chose qui va avec ses dangers. Du point de vue de l'hygiène aussi, évidemment, bah, ça pose la question de l'eau à bord. Évidemment, il faut quand même la rationner un petit peu, mais là aussi, petit à petit, on globalise l'accès à l'eau courante dans les cabines. On donne le choix entre de l'eau salée et de l'eau douce, par exemple, des choses comme ça. Mais donc on a, oui, ces évolutions. Et puis des évolutions aussi dans la manière dont on va alimenter les navires. Parce qu'on parlait tout à l'heure du charbon, qui est le combustible roi jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis après la Première Guerre mondiale, le charbon en plus devient de plus en plus coûteux. Et on se rend compte que quand même le mazout, c'est vachement plus pratique. Parce que le charbon, sur le Titanic, par exemple, le personnel mécanicien, en 1912, c'est 350 personnes, dont la grande majorité, ce sont ce qu'on appelle les soutiers et les chauffeurs. Les soutiers, ce sont ceux qui vont chercher le charbon dans les soutes et qui sont chargés aussi de s'assurer que le charbon soit bien équilibré à bord, parce que si on enlève tout le charbon d'un côté et pas de l'autre, ça risque de poser quelques petits soucis. Donc c'est un travail qui est plus technique qu'on le croit. Et il y a les chauffeurs de l'autre côté qui sont chargés de l'enfourner dans les foyers. Et là aussi, c'est un travail beaucoup plus technique qu'on le pense, parce que il faut s'assurer que le charbon brûle de façon équilibrée, qu'il brûle bien, il faut faire ça de façon régulière. Si en plus il y a de la houle, ça peut devenir problématique, parce que si vous prenez les résidus de chaudière en pleine tronche, ça risque de poser quelques soucis. Donc c'est vraiment un travail très très compliqué, et surtout ça demande du monde, puisque comme je disais, on est dans les 350 personnes pour le personnel mécanicien. Et en 1920, sur le jumeau du Titanic, on va passer à la chauffe au mazout, justement, et là on passe de 350 personnes à 60. Donc ça fait des économies de personnel assez énormes, parce que le mazout, ça coule, donc il suffit d'ouvrir une petite valve et puis ça passe. Mais par contre, c'est dangereux, et par exemple, sur l'Olympique, avant même son premier voyage à la chauffe au mazout, il y a un problème en salle des machines, il y a un incendie avec un mort, même s'il est très vite maîtrisé, mais c'est quand même des conditions de travail dangereuses. Et donc on passe beaucoup de temps à rechercher comment améliorer le système propulsif du navire,
Notamment, on va passer de ce qu'on appelle les machines alternatives, qui sont des espèces de très grandes machines qu'on voit par exemple dans le film de James Cameron, avec des espèces de grands bras articulés qui entraînent les hélices et des grands systèmes de pistons. Et on passe de ça à la turbine, qui est en gros une espèce de rotor qui tourne très vite et qui active les hélices. Et alors la Cunard, par exemple, qui aime la vitesse, va passer très vite à la turbine. Alors que chez la White Star, on est beaucoup plus réticent. Donc sur le Titanic, on décide qu'on va avoir des machines alternatives pour les côtés, puis qu'au milieu, on met une turbine pour, quand on a un excès de vapeur des autres machines, bah, ça vient au milieu pour actionner une hélice en plus, pour avoir un petit peu de vitesse en plus. Mais comme le Titanic n'est pas conçu pour être rapide de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Et donc, il y a ces questions-là aussi. Est-ce qu'on est conservateur? Est-ce qu'on l'est pas trop? Et par exemple, le Titanic est un navire qui vibre très peu, alors que ses rivaux de la Cunard vibrent beaucoup plus. Donc, il y a aussi ces questions-là qui se posent. Comment on va faire? Pour le Normandie, qui est beaucoup, beaucoup plus grand, on parle d'un navire de plus de 300 mètres, et l'objectif, c'est de dépasser les 30 nœuds pour faire la traversée en moins de 5 jours. Parce que si on fait la traversée en moins de 5 jours, ça veut dire qu'on a besoin de 2 navires au lieu de 3 pour faire une rotation hebdomadaire. Donc c'est de grosses économies. Mais là, du coup, on réfléchit beaucoup. Quel système pourra être rentable? Quel système pourra vibrer moins, et ainsi de suite. Et donc, eux, par exemple, ils utilisent ce qu'on appelle la propulsion la propulsion turbo-électrique. On a des turbo-alternateurs, ce sont des espèces de... En fait, il y a une centrale électrique à bord, centrale électrique au pétrole qui va alimenter ensuite des turbines et les hélices. Et c'est un système révolutionnaire qui n'est pas utilisé ailleurs, mais qui fait vraiment ses preuves à bord du navire. Et alors, on explique dans la propagande autour du Normandie qu'en gros, la centrale électrique du Normandie pourrait alimenter une ville de 10 000 habitants. Et que c'est une des plus puissantes centrales électriques d'Europe, et ainsi de suite. Enfin, il y a donc des prouesses technologiques là-dedans qui sont faites, mais après, c'est aussi un système où on apprend vraiment pendant toute la durée d'exploitation du navire, notamment pour essayer de réduire les vibrations. Par exemple, quand on met en service le Normandie, on se rend compte d'une catastrophe, c'est que tout le tiers arrière du navire est invivable. Ça vibre de façon affreuse. C'est là qu'il y a les cabines les plus luxueuses. Les 2 suites présidentielles, du coup, ne sont pas habitables, donc on est obligé de déplacer les passagers dans des suites un peu moins agitées. Il y a des problèmes dans ces endroits-là. En classe touriste et en 3e classe, c'est la catastrophe, au point que le commandant, la nuit, est obligé de ralentir pour que les passagers puissent dormir. Donc c'est quand même un problème. Et donc pendant toute leur première année, ils sont là à se bouffer les ongles en se disant « mince, comment on va faire ?» Et puis du coup, à l'hiver 1935-1936, on ramène le Normandie dans les chantiers, on réfléchit, on consolide toute l'arrière et tout ça. Et puis il y a aussi une petite idée quand même, on se dit « tiens, si on changeait les hélices, si on changeait le nombre de pales des hélices, on va voir ce que ça donne. » Puis bon, ils font tous ces travaux-là, ils relancent le Normandie, parfait, plus une vibration, à l'arrière on peut même poser un crayon debout, il tient, c'est génial. Et ils arrivent dans le port du Havre, et ils perdent une hélice. Et merde, on n'a pas d'hélice de rechange tout de suite, on est obligé de reprendre les anciennes. Ils reprennent les anciennes, ça revibre. Et donc, pour un détail aussi con que des hélices, eh ben, des fois, ça pouvait tout bousiller. Donc, ils sont obligés ensuite de beaucoup travailler sur ces questions-là. Et donc, ça veut dire que même quand le navire est en service, on continue à l'améliorer tout au long de sa carrière et à réfléchir. Sur l'Olympique, par exemple, c'est un navire qui va durer de 1911 à 1935. Bah, forcément, dans les années 20, on commence à installer plus de salles de bain parce que, autant en 1911, même des aristocrates, ça les gênait pas d'avoir toilettes et baignoires sur le palier, autant en 1928, ça commence à devenir plus problématique, et donc il faut s'adapter quand même un petit peu. Et comment est-ce qu'on perd une hélice? Comment est-ce qu'on perd une hélice? Eh ben, des fois, ça peut être juste parce qu'elle est un peu trop fragile. C'est des choses qui peuvent parfois avoir mal été installées, et des fois, c'est parce qu'en mer, il y a des choses qui flottent, des choses qui peuvent être sous l'eau et qui peuvent tomber, enfin qui peuvent gêner. Mais des fois, c'est vraiment des incidents qui viennent de nulle part, hein. L'hélice était mal fixée ou a trop servi. L'usure, enfin il y a plein de choses. Alors des fois on perd pas toute l'hélice, on perd qu'une pale, mais du coup ça fout un sacré bazar. Puis alors en plus quand on perd l'hélice en pleine route, c'est un gros problème parce que du coup l'arbre d'hélice qui est actionné par les machines, bah, forcément en temps normal il y a une résistance de l'eau qui fait que l'arbre il doit fournir une certaine puissance pour tourner. Et quand l'hélice tombe, bah, il n'y a plus de résistance du coup, et du coup la machine commence à s'emballer, et pour les passagers, c'est pas agréable du tout. Et d'ailleurs, de façon intéressante, au moment où le Titanic heurte l'iceberg, c'est une collision qui est assez douce. Les gens ne sentent pas grand-chose à bord. Il y a une passagère, par exemple, qui a dit « c'est comme si on roulait sur un millier de billes ». Et pour les membres d'équipage habitués de la ligne transatlantique, la première réaction, c'est de se dire « ah, on a perdu une hélice, on est bon pour repartir à Belfast ».
Donc c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, et des fois ça vient vraiment de nulle part. Pour revenir un petit peu aux questions des classes, différentes classes qui évoluent sur ces navires de la transatlantique, euh, est-ce que les différentes classes peuvent se croiser sur les navires? On a cette image, notamment du Titanic à travers le film de James Cameron, où tout est très compartimenté et théoriquement ils se croisent pas trop, parce que voilà. En vrai, c'était quoi? Alors sur le Titanic, effectivement, quand on a payé un voyage pour une classe, on ne va pas dans les autres classes, ça c'est évident. Notamment la troisième classe, on la garde la plus séparée du reste pour des raisons sanitaires. Parce que les passagers de troisième classe vont devoir passer au contrôle sanitaire à Ellis Island, et qu'on veut éviter d'imposer ce contrôle aux autres classes, donc il faut éviter aussi toute contagion, donc il y a ces raisons-là qui se posent. Mais donc sur un navire comme le Titanic, ça va être des trucs très rigides. Alors que bon, dans les années 30, sur un paquebot comme le Normandie, on va pouvoir assouplir un peu, comme je disais tout à l'heure par exemple, on va pouvoir dire aux passagers juifs de première classe, bon, vous avez le droit de descendre en classe touriste pour votre office religieux, ou vice-versa. On peut déjà beaucoup plus assouplir. Mais enfin, par exemple, ce qu'on voit dans le film de James Cameron sur le Titanic, où il passe d'une classe à l'autre en permanence, ça aurait été impossible, notamment pour des questions juste de statut social et de prestance aussi, comment dire, d'attitude. C'est-à-dire que dans Titanic, bon, Jack, il est joué par Leonardo DiCaprio, il est bien coiffé, il est bien rasé, il est beau, et surtout, on n'a pas l'odeur. Sur le vrai Titanic, il y aurait des chances pour qu'il se fasse repérer à 10 mètres aussi, peut-être parce qu'il serait accompagné d'une odeur de rat mort, pour plein de raisons, et puis de toute façon parce que sa façon de parler ne serait pas la même. On le voit d'ailleurs dans les commissions d'enquête, où très clairement aussi certains marins sont pas toujours compris par les sénateurs qui les interrogent. Bon, il y a des questions d'accent évidemment, parce que des marins de Liverpool parlent pas comme des sénateurs de Washington, mais du coup des fois ils ont un peu de mal à se comprendre, parce que il n'y a pas la même façon de parler, il n'y a pas les mêmes références, donc il y a quand même des mondes assez cloisonnés. Après, il y a des passerelles quand même, c'est-à-dire que par exemple sur le Titanic, on a un passager de deuxième classe qui s'est surclassé, qui a réussi à obtenir, en payant un peu plus, de passer finalement en première. Bon, c'est un gars un peu excentrique, qui faisait passer pour un baron allemand alors que c'était un petit anglais, bon, et puis qui a survécu au naufrage et qui a essayé de voler toutes les couvertures dans le dortoir des femmes sur le paquebot qui les ramenait. Donc les femmes sont arrivées, ont tiré dessus pour le faire tomber de son tas de matelas. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était un gars vraiment très bizarre, mais il avait été surclassé. Et on a aussi vraisemblablement, même si on est moins sûr, peut-être une passagère de troisième classe qui, pareil, étant trop malade en troisième classe, son fiancé lui avait payé la surcote pour monter en deuxième. Et du coup, on a effectivement ce récit d'un passager de deuxième qui raconte avoir vu une passagère de deuxième et un passager de troisième, et il estimait que ça devait être un couple marié, qui venait au portillon qui séparait les deux classes et qui passait le voyage à discuter l'un avec l'autre. Mais globalement, autrement, ça restait assez séparé quand même. Alors, question du public. On a Sébastien qui nous dit de quelle manière la catastrophe du Titanic a-t-elle impacté le rapport des voyageurs à ce moyen de transport? Est-ce qu'il y a eu une perte de capital confiance, par exemple? Pas vraiment, en fait, étonnamment. Un petit peu pour la White Star, mais pas longtemps du tout, notamment parce qu'il y a un paquebot jumeau du Titanic, l'Olympique, et donc forcément, là, les gens, pendant quelques temps, vont avoir la trouille d'y voyager, mais en fait, l'Olympique, il passe en chantier quelques temps, justement, pour qu'on le renforce, pour pouvoir dire vraiment, vous inquiétez pas, il arrivera rien. Mais dans l'ensemble, 1913, c'est la meilleure année, par exemple, pour la White Star depuis longtemps, juste après donc le naufrage. Donc en fait, l'impact est très réduit. Mais c'est la même chose qu'avec les accidents d'avion aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que effectivement, les accidents d'avion, ça peut augmenter votre peur de l'avion. Mais il n'empêche que si un jour vous voulez aller aux États-Unis, par exemple, soit vous prenez l'avion, soit vous allez jamais aux États-Unis. Et à l'époque, c'est la même chose. Donc on a des gens qui déjà sur le Titanic voyagent en ayant la trouille, parce qu'ils ont la trouille du bateau, et que sûrement que sur tous les bateaux que vous prenez, il y a toujours des gens qui ont la trouille que ça coule. Mais le drame du Titanic, c'est ni le premier ni le dernier des grands naufrages de l'histoire du monde. Et bon, ça, à chaque fois, ça sidère l'opinion, évidemment, et l'opinion veut savoir pourquoi le drame a eu lieu et comment on peut l'éviter, mais finalement, ça se tasse très vite.
En plus, dans le cas du Titanic, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui éclate 2 ans, la Première Guerre mondiale qui éclate 2 ans plus tard et qui va plutôt l'éclipser sur le moment. Mais au moment du drame, ce qui indigne surtout, c'est pourquoi les législations en matière de sécurité avaient les failles qu'elles avaient sur le nombre de canaux de sauvetage, sur ce genre de choses, et comment on peut les faire évoluer. C'est vraiment les questions qui vont se poser sur le moment, et on y répond très vite. D'ailleurs, on a un épisode qui va se préparer, qui est dans les bacs depuis pas mal de temps, sur justement est-ce qu'on a tiré les conséquences du naufrage du Titanic, et on reviendra sur toutes ces questions techniques-là dans un épisode dédié. Voilà. Parlons thunes. Tout à l'heure, tu nous disais que pour notamment les troisième classes, un billet, ça pouvait représenter jusqu'à 2 mois de salaire. Qu'est-ce qu'il en est des billets pour les autres classes? Alors là, j'ai plus de chiffres en tête parce que c'est toujours la galère et puis c'est compliqué d'estimer. Bon, en deuxième classe, c'est un petit peu supérieur du coup. Et en première classe, c'est là que c'est très très particulier parce que je pense qu'il va y avoir une différence de un rapport de plus de fois 10, peut-être même fois 40, je crois, entre la cabine la moins chère en première classe et la cabine la plus chère. Donc vous avez aussi une différence à l'intérieur parce que la cabine standard de première classe sur le Titanic, on n'est pas beaucoup plus loin que de la deuxième classe. En fait, il y a des cabines d'ailleurs alternatives, première, deuxième. Et bon, c'est de la cabine relativement rudimentaire. Aujourd'hui, vous verriez ça dans un hôtel, vous n'en voudriez pas, hein. Et pourtant, eux, ils sont super contents. Et par contre, les cabines les plus luxueuses, bon, si vous prenez la suite, enfin les 2 suites les plus luxueuses sur le Titanic, celle qu'a Rose dans le film, par exemple, là, vous avez 2 chambres, un salon, une salle de bain et une promenade privée de 15 mètres. Et donc là, par contre, le tarif est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, évidemment. Donc il y a aussi une différence à l'intérieur de la première classe. Pareil, sur le Titanic, vous avez 2 restaurants. La salle à manger de première classe classique, on mange très très bien, hein. Et donc là, le prix du repas est compris dans le billet. Mais si vous voulez vraiment montrer que vous avez de la tunasse, vous montez à ce qu'on appelle le restaurant à la carte, ou ce qui surnomme le Ritz, où là, il y a vraiment une équipe franco-italienne qui fait des repas, mais c'est des trucs, c'est hallucinant. Il y en a certains qui ont jamais dû voir ça à terre. Et là, pour le coup, le prix n'est pas compris dans le billet, donc il faut cracher un peu plus pour aller y manger. Donc là, évidemment, c'est là où on va se faire voir, quand on veut montrer que... Et du coup, on assiste à ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu une guerre de classe à l'intérieur de la première classe aussi, entre ceux qui ont juste le prix standard, et puis ceux qui vraiment ont des choses au-dessus, quoi. On nous demande s'il y avait des tarifs réduits pour les enfants. Alors je pense que oui, et je me demande même si dans certains cas, pour les tout petits, ils n'étaient pas, enfin, ils étaient peut-être pas comptabilisés. Je sais pas trop comment ça se passait. Après, c'est vrai que moi, c'est un angle que j'ai pas trop abordé, et d'autant plus que les enfants, c'est vraiment, comme je disais, un point un peu aveugle pour la plupart des compagnies. C'est vraiment un peu une nuisance en fait. Ils ont pas l'air de trop s'intéresser à eux. Et justement, est-ce que les passagers devaient payer pour les services à bord? Tout à l'heure, tu nous parlais par exemple, de cinéma ou d'autres choses qui se sont développées à bord des navires. Ça dépend vraiment du navire, mais par exemple, si je prends l'exemple du Titanic, pour utiliser la piscine, les bains turcs, ouais, donc piscine, bain turc, pour prendre une leçon de squash, par exemple, là, il faut payer un petit supplément. Pour réserver une chaise de pont pour tout le voyage aussi, pour avoir sa petite chaise avec sa couverture sur le pont, il faut payer un petit supplément. Donc bon, après, c'est dérisoire par rapport au prix du billet, mais oui, il y a tout un tas de services supplémentaires qui sont proposés. Après, bon, le plus classique du classique, voilà. Après, il y a une autre dépense aussi, c'est les pourboires. C'est-à-dire que quand on fait une traversée en première classe sur le Titanic, on a un steward qui gère une poignée de cabines, hein. Il va être responsable de 8 ou 9 passagers, par exemple, dans un voyage comme celui du Titanic. Donc on a une relation assez intime avec son steward, parce que c'est vraiment celui vers qui on va quand on a le moins de problèmes. On sonne, il arrive. Des fois, même un homme qui voyage seul, par exemple, peut demander à son steward de venir l'aider à s'habiller, j'en sais rien, se préparer pour son repas et tout. Et du coup, pour les stewards, pareil, on va avoir un steward de table, qui souvent est responsable d'une ou deux tables à la salle à manger. Donc pareil, c'est vraiment quelqu'un qui va être très très très
disponible pour les passagers et avoir une relation très étroite. Et donc, on estime que les pourboires représentent la moitié de leur revenu annuel. Il y a le salaire fixe qui est de 3 livres mensuels, par exemple, et ils vont avoir aussi des pourboires, du coup, qui sont assez conséquents. Et donc, il faut anticiper quand on embarque, parce que le pourboire, du coup, fait presque partie de ce qu'il faut verser un peu obligatoirement. On a Gabriel à table qui nous demande si il y avait des bordels. Ah non, non, non. En plus, on est plutôt conservateur sur ce genre de truc. Comme je disais, par exemple, en 3e classe sur le Titanic, il y a ce qu'on appelle la matrone, ou la gouvernante, qui est chargée notamment de vérifier que les jeunes femmes qui voyagent seules, elles n'aillent pas fricoter avec des mecs pendant la nuit, quoi. Donc, non, non, clairement, on va pas dans ce genre de truc-là. Par contre, c'est surtout dans les années 20, autour de la Prohibition, que là, les paquebots vont devenir des endroits un peu plus de perdition quand même, notamment parce que les Américains, comme ils peuvent pas boire chez eux, eh ben, en général, ils boivent à bord des navires. Alors, il se trouve que sur les paquebots américains, la loi américaine s'applique, ils peuvent pas boire. Mais c'est un tel handicap pour les navires américains que la prohibition va y être arrêtée avant d'être arrêtée à terre, parce que vraiment, quand même, ça nuit trop à la quantité de passagers transportés. Et donc, par contre, sur les paquebots français qui sont connus pour les vins, évidemment, eh ben là, les passagers, ils s'en mettent pas mal derrière la cravate. Ce qui fait que la White Star, même par moment, et les autres compagnies s'y mêlent aussi, organisent ce qu'ils appellent les croisières pour nulle part pendant les escales. C'est-à-dire, en gros, vous arrivez le soir, vous embarquez sur le bateau, on va dans les eaux territoriales, vous vous pissurez bien la gueule, et le lendemain, vous êtes de retour à l'heure du boulot. Pas forcément en état pour bosser, par contre. Et on a le témoignage d'une hôtesse qui raconte comment les membres d'équipage parfois aidaient des passagers, et notamment des passagers proéminents, hein, des sénateurs, des hommes d'affaires, etc., à évacuer leur gnôle quand ils arrivaient aux États-Unis clandestinement. Donc il y en a une visiblement qui a une technique assez osée, elle glissait la bouteille au milieu du décolleté, et puis elle passait sous les yeux du douanier qui hésitait, qui n'avait pas envie d'aller y mettre la main, et donc qui laissait passer. On a, je crois, aussi des stewards de l'Olympique qui ont été emmerdés parce qu'ils avaient essayé de planquer de l'alcool dans un des cercueils de la morgue et de faire passer en douce comme ça. Donc il y a comme ça tout un tas de petits trucs. Et donc on a par exemple les rapports du service de nuit du Normandie. Ce sont donc ceux qui sont chargés de la veille de nuit et de noter tous les incidents, où là, effectivement, on est dans les années 30, c'est un petit peu plus foufou, et donc on va trouver des choses comme, 6 heures du matin, tapage nocturne dans la cabine de la comtesse de machin, nous lui demandons de faire moins de bruit, 7 heures du matin, tapage nocturne dans la cabine, on lui demande d'arrêter, 8 heures, le bruit s'arrête enfin dans la cabine de madame machin, 2 heures du matin, avant de trouver 2 couples en tenue indécente dans le salon de la classe touriste, voilà, il y a des choses comme ça, effectivement, mais en tout cas, c'est pas institutionnalisé. Et il y avait la même chose un peu pour les jeux d'argent, non, que pour l'alcool? Alors, pour les jeux d'argent, là, c'est une vraie folie, notamment parce qu'on a en plus des tricheurs professionnels qui voyagent très fréquemment. Sur le Titanic, par exemple, on en a identifié 3. Et donc, ce sont des gens, vraiment, qui se paient le voyage sous un faux nom, en général, pour se protéger, parce que ce sont des criminels, hein, et qui se font qui ont comme activité professionnelle de plumer aux cartes des passagers fortunés, parce qu'évidemment les mises peuvent monter très vite. Et bon, on imagine qu'un billet en première classe ça coûte cher, donc si en plus ils investissent cet argent, c'est qu'ils doivent avoir un retour sur investissement. Et donc, les jeux d'argent, effectivement, la compagnie est obligée de prévenir les passagers, en fait, qu'ils pourraient avoir des problèmes, qu'il y a des tricheurs professionnels à bord, que la compagnie dénie toute responsabilité. Et puis, on joue aussi beaucoup sur la progression du navire. On parie beaucoup sur combien de miles ont été parcourus chaque jour, et l'équipage se prête un petit peu au jeu. C'est-à-dire que vous avez, pareil, votre steward qui va vous dire ah, j'ai un tuyau, je connais machin dans la salle des machines qui m'a dit qu'ils avaient allumé 2 chaudières en plus, alors on devrait faire plus qu'hier. Des choses comme ça, et puis ça joue à parier comme ça. Mais bon, et alors, quand je parle de banditisme, c'est que par exemple, parmi les rescapés du Titanic, on a un de ces tricheurs professionnels qui s'appelle George Breton, et qui en fait a profité à bord du Carpathia qui ramenait les rescapés aux États-Unis. Il a arnaqué un collègue rescapé. Il l'a embarqué dans un sombre deal de course de chevaux truqués et tout ça. Ça s'est fini par une baston quand le gars s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer. Et donc on retrouve dans les journaux ensuite toute cette histoire. Donc il y avait des gens qui étaient quand même vachement actifs dans le domaine, on va dire, puisque même après avoir survécu à un naufrage, le gars était déjà en train de monter son arnaque suivante et de trouver un pigeon et de préparer son truc. Donc ça, ouais, c'était un problème qui gangrénait pas mal l'Atlantique.
Et globalement, il y avait beaucoup d'incidents à bord des navires ou pas? On parle de vols, d'agressions, de choses comme ça. Alors c'est des choses qui ponctuent assez fréquemment les histoires des navires. Bon, c'est difficile d'estimer évidemment, hein. On a des capitaines d'armes qui sont là pour mettre fin aux bagarres, mais qui sont pas non plus nombreux et c'est pas continu. Après, on va trouver fréquemment des récits de suicide. Ça va arriver. Il y a par exemple un passager, je crois que c'est sur l'Océanique, il arrive dans sa cabine, il trouve un mec sur son lit qui s'est tiré une balle dans la bouche, qui en plus n'a pas fait ça chez lui. Aucun savoir-vivre, c'est le cas de le dire. Et alors sur le Normandie, j'ai pu consulter les rapports de voyage du Normandie, et où là on a ce qu'on appelle le service contentieux, c'est-à-dire tous les passagers qui portent plainte après le voyage contre la compagnie, des choses comme ça. Et on a aussi le rapport du médecin pour toutes les blessures. Bon, et sur le Normandie, on se blesse beaucoup en se mettant les doigts dans une porte, visiblement, ça, il y en a un par traversée au moins. Bon, des fois aussi, sûrement des petits coups de roulis, des choses comme ça, bon, une mauvaise chute. Puis on a les malchanceux, on a celle, par exemple, qui glisse dans la piscine sur les marches en marbre et qui se pète les deux chevilles et les deux poignets. Ouf. Et qui, du coup, décide de porter plainte contre la compagnie au motif que ce serait pas assez bien éclairé. Et du coup, dans le rapport du service contentieux, le gars est super content d'écrire que un huissier est venu, a vérifié et a dit que c'était assez bien éclairé. Et du coup, ben, tant pis, ça lui fera une belle jambe. On a aussi régulièrement des passagers qui protestent parce que ils ont laissé leur hublot ouvert pendant une tempête et que du coup, ben, il y a eu la vague de trop, hein, et que leurs affaires sont un petit peu trop mouillées. Bon, bah, ceux-là, en général, la compagnie, pareil, leur dit, écoutez, vous étiez prévenus, vous avez été cons, vous avez été cons. Donc on a ça, puis des fois on a des incidents. Alors sur le Normandie, par exemple, il y en a un qui est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans mes récits de voyage. C'était un employé de la Transat justement en Amérique qui faisait un burn-out et qui rentrait avec sa femme du coup sur le Normandie, et qui était vraiment dans un état psychologique très 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 grave, et qui depuis l'infirmerie où il était en fait a essayé de se foutre à la flotte et a du coup passé le corps par le hublot, sauf qu'un marin a sauté et l'a attrapé par les jambes, mais le gars de l'autre côté coincé avec ses bras pour pas qu'on le rentre, et du coup on a été obligé d'arrêter le Normandie, de faire descendre une nacelle, et de le forcer à rentrer, puis de le mettre dans une cellule pour le reste du voyage pour pas qu'il se suicide. Donc on avait des fois des incidents comme ça un petit peu. Bon, sur l'Olympique, on a aussi la trace d'un meurtrier qui avait vraisemblablement tué sa femme et qui serait probablement débarrassé du corps pendant le voyage après l'avoir planqué dans sa malle. Donc on a comme ça des petites histoires qui peuvent se glisser un petit peu. Mais bon, de toute façon, vu le nombre de personnes qui voyagent sur ces navires, il y a toujours des choses, il y a toujours évidemment énormément d'histoires qui n'ont pas toutes été consignées. Et justement, tu parlais de cellules. Il y avait des cellules qui étaient sur le. Enfin, les cellules, c'est les cabines en fait Ou en qu'on tout cas, ou privatisait, quoi. en tout cas, un endroit qu'on va pouvoir verrouiller. Alors, il me semble par exemple que sur le Titanic, on suppose, même si c'est un endroit qui n'est pas très détaillé, que dans l'hôpital, il y avait une cellule capitonnée qui pouvait servir, ou bien justement en cas de passage incontrôlable, ou bien si vraiment il y avait un criminel dangereux à bord, ou que sais-je. Mais il n'y a pas non plus de grosses installations dans ce sens-là. Mais oui, sur un navire, on est bien obligé de prendre quand même des mesures pour si jamais vraiment il y a un problème de ce genre. Et alors, tu parles d'un type qui trouve un suicidé dans son lit. Comment est-ce qu'on gérait les décès à bord? On avait des pièces prévues à cet effet-là? C'est très compliqué. Alors, sur les plus anciens paquebots, on n'a pas forcément de morgue. On va éventuellement avoir une réserve de cercueil, notamment parce qu'il y a quand même eu une époque où on mourait beaucoup. Mais en général, dans ces cas-là, en tout cas au début, on fait des funérailles en mer. Dans ces cas-là, avec tout un cérémonial, hein. C'est pas juste on balance le corps à la flotte, il y a un prêtre, enfin, en tout cas, on lit quelques mots et tout ça. D'autant que, bon, dans le milieu des marins, les funérailles en mer, c'est vraiment quelque chose d'assez pratiqué. Ça relève d'un certain honneur, donc c'est vraiment fait avec un grand respect. Mais ça arrive, ouais, qu'on fasse des funérailles en mer dans ces cas-là. Après, autrement, bon, dans certains cas, on va garder le corps, mais il y a, par exemple, sur le Titanic, il n'y a rien de prévu pour garder. Il n'y a pas d'endroit réfrigéré prévu spécialement pour ça. Alors, je doute quand même qu'on aille garder des cadavres dans la cale réfrigérée où on conserve la bouffe. Ça serait quand même douteux. Donc voilà, je sais que a priori, le Titanic, enfin l'Olympique, dans les années 20, a transporté le corps de James Peary, qui était le patron des chantiers qu'il avait construit, qui était mort en traversant le canal de Panama. Donc lui, a priori, en plus, le corps, ça faisait quand même un petit moment qu'il était là. Et il semblerait qu'il ait voyagé dans une cabine. Donc bon, je suppose que dans ces cas-là, on s'arrangeait pour que les cabines voisines soient
soit pas, soit pas proposé à des passagers, peut-être, je sais pas. Concernant les membres d'équipage, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait plus de 300 personnes pour des soutes à charbon qui travaillaient pour alimenter les hélices. En ratio passagers, membres d'équipage, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde pour faire tourner un navire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, si on prend le Titanic, par exemple, pour son voyage inaugural, bon, le Titanic a une capacité de 3500 personnes à peu près. Donc ça fait à peu près 2400 passagers et 900 membres d'équipage dans ces eaux-là. Bon, j'arrondis. Le voyage du Titanic, le voyage inaugural, on est sur un peu plus de 1400 passagers. Donc il est à moitié plein, ce qui est classique. Hein. C'est rare que les paquebots voyagent plein. En général, ils voyagent à peu près à moitié plein, c'est plus confortable. Et donc on est dans les 1400 personnes pour les passagers et on est sur 899 membres d'équipage. Cet équipage est divisé en 3 catégories. Donc, comme j'ai dit, il y en a dans les 350 qui vont être du personnel mécanicien, c'est-à-dire justement les mécaniciens, et puis tous ceux qui sont chargés d'alimenter les machines, de les graisser, ce genre de choses. Ensuite, on en a 66 qui sont ce qu'on appelle le personnel de pont, c'est-à-dire les marins, en fait. Donc, on va avoir 7 officiers de navigation, plus le commandant. On va avoir 6 personnes qui se relayent par paire pour la vigie. On va avoir 6 personnes qu'on appelle les quartiers-maîtres qui sont chargés de tenir la barre notamment. Et puis ensuite, on a toute une quantité de matelots qualifiés qui, eux, sont chargés principalement en fait, de faire l'entretien du navire à l'extérieur et puis qu'on appelle en cas de besoin, notamment s'il y a besoin de mettre des canots à la mer, s'il y a besoin de manœuvrer tel ou tel truc. Donc c'est vraiment la partie marin sur un paquebot à vapeur, c'est vraiment mineur. Et donc là, bon, je vous ai dit, voilà, 350 plus une soixantaine, ça veut dire qu'il reste plus de la moitié, et c'est ce qu'on appelle le personnel hôtelier, c'est-à-dire les cuisiniers principalement et les stewards. Et on a énormément de stewards. Par exemple, sur le Titanic, la salle à manger de première classe a une capacité de peut-être 500 passagers, et vous avez plus d'une centaine de stewards de salle à manger. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de gens pour s'occuper des passagers pour le déjeuner, c'est que bah, effectivement, ils peuvent théoriquement avoir en moyenne 4 passagers, quoi. Donc vraiment, le service est très très présent. Et sur le Normandie, l'équipage monte à plus de 1200 personnes. Et donc là, on est sur un ratio où il y a pas loin d'un membre d'équipage pour un passager. Et avec encore une grande majorité des membres d'équipage qui sont là au service des passagers directement et pas pour faire marcher le navire. Ce qui se reflète sur le prix du billet, j'imagine. Ce qui se reflète sur le prix du billet. Bon, après, c'est vrai que le salaire de l'équipage, c'est très très variable. Par exemple, le capitaine Smith sur le Titanic, lui, il se fait 1000 livres par an. Mais ensuite, son chef officier, donc qu'on appelle parfois commandant en second, il est à 25 livres par mois. Donc il y a une grande différence de... Et le capitaine, en plus, a une prime qui double quasiment son salaire annuel s'il n'a pas d'accident dans l'année. Donc il a un intérêt à ne pas avoir d'accident. Lui, pas de bol, du coup. Mais il y a une grosse incitation quand même à ne pas planter le navire. Et donc, il y a oui, une hiérarchie qui est énorme, parce que je disais 25 livres mensuels pour le chef officier, et par contre, pour un marin, du coup, c'est 6 livres. Donc, il y a une hiérarchie qui est énorme. Et par contre, le chef cuisinier va être mieux payé que le chef officier. Donc, il y a aussi des hiérarchies qui donnent une idée de l'importance qu'on accorde à tel ou tel personnel à bord. Il y a Camille Ledin qui nous demande s'il y avait des femmes dans l'équipage. Ouais, sur le Titanic, il y en a 23. Donc je vous laisse imaginer le ratio. Ce sont principalement des femmes de chambre pour s'occuper des passagères qui n'auraient pas de domestique. Après, il faut imaginer qu'il y en a quand même beaucoup qui voyagent avec leur domestique. Et tout à l'heure, on parlait d'immigration, justement. Bah, sur le Titanic, une bonne partie des Françaises du Titanic, il y en a quand même une poignée qui sont des domestiques de riches américaines. Plusieurs ont des dames de compagnie qui sont des Françaises et qui sont vraiment venues du fin fond de la campagne française pour servir des grandes dames américaines. Tu nous parlais il y a 2 secondes du capitaine Smith. On a Arken qui nous demande quelle est la version officielle de sa mort / survie, parce qu'on entend beaucoup de choses. Bah, la version officielle, c'est qu'on ne sait pas trop. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur son suicide, mais qui là sont peu crédibles, parce qu'en général, elles viennent de passagers qui étaient partis beaucoup trop tôt pour voir quoi que ce soit. Par contre, on a plusieurs témoignages assez fiables qui disent l'avoir vu sauter à l'eau depuis le navire, donc a priori, il est parti nager. Et il y a quelques passagers, enfin quelques témoignages qui laissent entendre qu'il aurait été vu près du fameux canot où était Lightoller, ce canot retourné, et qu'il aurait nagé à côté d'eux en disant c'est bien les gars, continuez.
avant de mourir. Alors certaines versions rajoutent qu'il portait un bébé qu'il aurait essayé de tendre au canot, mais on n'a jamais retrouvé de bébé dans ce canot-là. De toute façon, je ne vois pas comment il se serait installé là-dessus. Mais bon, c'est en tout cas possible qu'il ait nagé dans le coin et qu'en tout cas, il n'a pas cherché à sauver sa vie. Cela dit, on a aussi un de ses anciens collègues, supposément, qui, dans la presse à l'époque, a dit que quelques semaines après, il l'avait croisé à Baltimore. Alors bon, si vous êtes adepte de la théorie du complot, vous pouvez imaginer ça. Bon, après, c'est dans un article de journal sûrement un peu fumeux, mais le gars a dit qu'il avait croisé le capitaine Smith, qu'il l'avait reconnu, parce que de toute façon, il le connaissait très bien, et que le gars lui avait dit ouais, ça va, mais j'ai des trucs à faire, là. Et puis, on se revoit bientôt, puis ils se sont jamais revus. Donc, tout est sur la table. Il est un peu trop bulgare. Ok. On a une question de Conan qui nous demande comment fonctionnaient les salles réfrigérées à l'époque du Titanic. Alors là, je serais bien en peine de dire, mais vu qu'il y avait une grosse... enfin, les chaudières produisaient aussi de l'électricité. Il y avait, je crois, sur le Titanic, 4 dynamos qui produisaient de l'électricité comme... enfin, de quoi alimenter, là aussi, une petite ville. Et donc, on était sur je pense, de l'alimentation électrique qui gérait tout ça. Je sais qu'il y avait un mécanicien spécial préposé à l'entretien de ces zones-là. Après, je ne saurais pas décrire en détail, mais dans des brochures d'époque, comme ils aimaient bien étaler justement les évolutions techniques. Il y a sûrement des descriptions très détaillées et très techniques de ces questions-là, si ça vous intéresse. Dernière question peut-être avant le point biblio qu'on fait souvent dans cette émission. Mabarbs qui nous demande si tu as un film à nous recommander qui donne une bonne idée visuelle de ces traversées transatlantiques. On pourrait en citer plusieurs. Si vous voulez une traversée récente, on va dire, enfin dans les années 60, vous avez Le Gendarme à New York, que je trouve intéressant parce que De Funès et son équipe, ils partent sur le France et ils reviennent en avion. Et c'est exactement ce que proposait la Compagnie Générale Transatlantique dans les années 60, où comme les gens étaient de plus en plus pressés et qu'il y avait la concurrence de l'avion, ils disaient, voilà, vous prenez un voyage sur le France, vous avez le retour offert par Air France en avion. Donc, bon, je trouve que voilà, il y a ce petit côté-là, un peu suranné des années 60, avec ce passage sur le France qui a sûrement été un peu sponsorisé par la Transat d'ailleurs. Et puis sinon, bon, pour une bonne image, je trouve que le Titanic de Cameron restitue bien l'ambiance à bord sur pas mal de points, même si il y a des angles très caricaturaux, notamment Cameron déjà veut faire une opposition entre riches et pauvres qui est très manichéenne. C'est pour ça d'ailleurs que la deuxième classe disparaît dans son film, il n'y a pas de classe intermédiaire. Il y a les riches et les pauvres, et les riches posent problème non pas parce qu'ils sont riches, que ce sont des exploitants, des exploiteurs ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils sont cons, hautains et qu'ils ne savent pas s'amuser, et inversement, les pauvres ne sont pas des travailleurs ou quoi. D'ailleurs, Jack, c'est un artiste, c'est bon, un gars bohème un peu, il n'a jamais travaillé de sa vie, on ne sait pas trop. Et par contre, c'est des gens sympas et chez qui il fait bon vivre parce qu'ils savent s'amuser, contrairement à ces connards de riches. Et donc là, du coup, c'est vrai que c'est un peu simpliste, mais par contre, pour une représentation du navire, de ce qu'on trouvait à bord et tout ça, c'est bon, Cameron étant un fan, c'est quelque chose une assez bonne illustration, je trouve. Et alors pour les bouquins, est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Je pense que déjà on peut tout à fait conseiller ton livre. Il y a un auteur voilà, qui a incroyable. publié un truc. Ceux qui veulent la version non dégrossie, d'ailleurs, ma thèse est aussi disponible sur le site de l'Université de Nantes, dans sa version telle que je l'avais soutenue, mais qui est beaucoup, beaucoup plus dense et indigeste. Donc vous avez ça déjà, ça c'est pour l'instant autopromo. On rappelle le titre quand même, une ligne mythique, paquebot français et britannique sur l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940. Voilà, un livre du camarade Antoine Reich. Voilà, alors ensuite, bon, sur le Titanic, alors là aussi, il se pourrait qu'un jour, bientôt, prochainement, l'année prochaine peut-être, allez savoir, il y ait quelque chose d'intéressant proposé sur le sujet, mais vous avez déjà énormément de bouquins sur le sujet. Plus récent, je pourrais conseiller, c'est celui de Gérard Pioufre, Le Titanic, Vérité et Légende, qui est un bon petit bouquin. Et puis sinon, alors moi, c'est vrai que côté paquebot, je lis beaucoup de bouquins en anglais. Il y a énormément de choses passionnantes. J'ai par exemple un camarade chercheur anglais, Mark Ironside, qui fait des bouquins, des biographies de paquebots sur des paquebots de la White Star. Il fait des recherches extrêmement poussées. Donc ça, c'est des choses qui me passionnent, mais qui sont sûrement hors d'accès pour le public. Mais ceux qui seraient vraiment les plus intéressés les retrouveront en biblio de mon bouquin, par exemple, ou de ma thèse.
Et moi, c'est vrai que le bouquin par lequel, j'étais arrivé, quand j'étais tout gamin dans les paquebots et qui m'avait vraiment mis des étoiles dans les yeux, c'était un bouquin qui s'appelait «Les plus beaux paquebots du monde» d'Olivier Le Goff. Donc on va dire que c'est mon coup de cœur. Il y a sûrement tout un tas de petites erreurs parce que c'était un bouquin qui était fait, plutôt pour du très grand public et très synthétique. Mais enfin, c'est une bonne, image des transatlantiques de, 1990 à 19 de 1900 à 1998, quoi. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour ces recommandations. Merci Antoine de nous avoir accompagnés ce soir durant cette émission. C'était super intéressant. Alors pour ceux qui nous suivent hein, dans le chat, ceux qui nous écoutent aussi en replay, podcast ou YouTube, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne d'Antoine qui s'appelle Istoni, avec un Y à la fin, sur YouTube. Tu parles de bateaux, mais pas que. Pas que, je parle aussi en fait d'histoire de façon générale. Moi, ma passion, c'est vous raconter comment on écrit l'histoire. Donc je parle d'histoire, mais je prends ça comme prétexte pour vous parler de comment on l'écrit et des grands débats historiographiques. Et puis bon, je suis un sale gauchiste accessoirement, donc des fois, je fais des petites piques, qui plaisent pas aux gens de droite. Mais il y en a aussi des ouverts d'esprit qui aiment bien ma chaîne, donc même si vous êtes de droite, vous pouvez tenter le coup, peut-être que vous digérerez. Non, et je me permets quand même de dire que ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu prends du recul aussi sur ta propre perception politique des choses, Ça me paraît très important. et que tu n'hésites pas à remettre en question aussi des discours de ton camp politique. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Enfin, c'est salutaire, quoi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller découvrir son émission Istoni sur YouTube. Merci encore, Antoine. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Salut, salut.